ça faisait des années que je voulais lancer mon entreprise sans savoir par où passer. Donc c'était vachement une entreprise physique, consulting physique, et je sentais qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Et d'un coup, j'ai vu l'opportunité du business en ligne. J'ai vu une vidéo d'Antoine qui vendait sa propre prestation. Je le connaissais ni d'Eve ni d'Adam, et j'ai été dans ses premiers clients. Et en fait, à la fin de l'accompagnement, j'ai atteint les 4000, 5000 euros sur le dernier mois. Donc j'ai finalement atteint la promesse. Et je me suis dit, en fait, si j'ai atteint cette promesse-là, c'est uniquement parce que je sais vendre. Dans la formation d'Antoine, le grand concept en fait, c'était que concrètement, quand tu trouvais ta niche, ces personnes qui étaient dans la même niche que toi, du coup, ils créaient du contenu, ils avaient déjà une audience, etc. Et donc, du coup, toutes les personnes qui les suivaient ou qui interagissaient avec eux en likant, commentant leurs posts, du coup, c'était des personnes qui étaient intéressées par cette niche-là. Notre job, c'était de pouvoir aller essayer de prendre contact en gros avec ces leads-là et pouvoir après, entre guillemets, leur envoyer des messages DM avec les personnes qui eux aussi interagissaient avec toi. Honnêtement, quand j'ai appris ça, c'était assez nouveau pour moi et franchement, ça a marché. Salut Johan, je suis très heureux que tu aies accepté du coup mon invitation sur ce podcast. Tu es mon nouvel invité, on va parler offre, on va parler infoprenariat, acquisition client, machine à preuve. Donc on va être ensemble pendant, je pense, au moins 1 heure. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. On se connaît un petit peu, tu étais mon coach quand j'avais fait la formation de Antoine Blanco et tu étais mon coach quand je faisais cet accompagnement. Donc on se connaît un petit peu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et qu'on ne s'est pas vu, donc ça me fait très plaisir de pouvoir te revoir. Donc on va pouvoir échanger un peu sur tout ça, un peu sur tout ton parcours concrètement jusqu'à aujourd'hui. J'ai hâte de savoir que tu m'en parles un petit peu plus. Donc comme ça fait longtemps, donc franchement on va pouvoir en profiter. On s'est pas parlé encore beaucoup avant, donc au moins on aura tout dans le podcast. C'est ce qui arrive, des fois on parle 1 heure avant et après pendant le podcast on n'a plus rien à se dire. Donc très content en tout cas de faire cet épisode avec toi. Comment tu vas? Et en même temps, si tu peux te présenter comme ça aux gens, comme ça au moins on a un peu plus de contexte. Bah, Jérémy, c'est vrai que ça nous rajeunit pas, hein. Ça fait 2, 3 ans, je crois, qu'on n'a pas échangé. À l'époque d'Antoine, où j'ai pu t'aider à développer ton activité, ça remonte un peu. Donc depuis, j'ai pris quelques cheveux blancs. Les golfettes se sont creusées pour moi. Mais sinon, ça va très bien et je te remercie de m'inviter. C'est un honneur de pouvoir venir ici, de pouvoir échanger avec toi, qu'on puisse échanger autour du business en ligne. Pour me présenter rapidement, donc moi, je suis dans le business en ligne, on va dire, depuis 3 ans, je crois. Comme tu l'as dit en introduction, l'une de mes premières expériences a été d'être recruté par Antoine Blanco en tant que coach. Donc pour moi, c'était une bonne opportunité parce que c'est vrai que j'ai toujours voulu faire du consulting en entreprise au vu des études que j'avais fait, des études en entrepreneuriat et consulting aux entreprises. Donc j'étais assez content, ça a été une grosse expérience et c'est ce qui m'a lancé dans le business en ligne. Et aujourd'hui, 3 ans après, Ok. je fais Tu tout connaissais pas avant le business en ligne? pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Quand je me suis lancé, je crois que j'avais eu vent de Réel d'Antoine, 1 mois avant et en fait, ça faisait des Ok. années que je voulais lancer mon entreprise sans savoir par où passer, donc c'était vachement une entreprise physique, consulting physique, et je sentais qu'il y avait beaucoup d'obstacles et d'un coup, j'ai vu l'opportunité du business en ligne, j'ai vu une vidéo d'Antoine qui vendait sa propre prestation. Je le connaissais ni d'Eve ni d'Adam et j'ai été dans ses premiers clients. Ok. Ok, ok. Et tu avais choisi une niche particulière après quand tu étais dans son accompagnement? Ça s'est passé comment cette époque-là? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, quand je suis arrivé, moi, j'y suis arrivé avec l'idée de vouloir aider les entrepreneurs à se développer, en tout cas aider toutes les personnes qui avaient un projet à le matérialiser. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux apporter dans tous les projets? Et j'avais ma grosse compétence, la compétence de vente, vu que j'ai été pendant, allez, 5, 6 ans commercial, prospecteur téléphonique, responsable commercial. Donc, je me suis dit que j'allais apporter finalement, cette brique-là à tous les business de tous les petits entrepreneurs, les petits freelances, qui eux ne savent pas forcément se vendre. Donc, j'allais les aider de cette partie-là. Et du coup, ce qui s'est fait durant les 3 mois d'accompagnement de chez Antoine, c'est que j'ai développé cette activité où j'aidais les freelances à apprendre à vendre, tout simplement. Ok, d'accord. Et, et ensuite, du coup, tu es devenu coach après pour lui. Comment ça s'est passé, justement de pouvoir accompagner, là, tu en as accompagné du coup plein, hein, dont moi. Comment ça s'est passé? Justement, tu as dû voir un peu, pas mal de cas de figure, de profils différents. Est-ce que tu peux me raconter un peu sur cette période-là? Déjà, je pense que comment ça s'est passé, ça peut être intéressant à le raconter pour montrer aux personnes qui nous écoutent que, en fait, des fois, il faut aller de l'avant et il faut essayer de tenter sa chance. C'est vrai que moi, je faisais partie de ces 5 premiers clients. Donc, quand je suis arrivé dans sa formation, c'était tout nouveau. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Les personnes commençaient à débuter. La formation était toute récente. Et en fait, à la fin de l'accompagnement, j'ai atteint les 4000, 5000 euros sur le dernier mois. Donc, j'ai finalement atteint la promesse. Et je me suis dit, en fait, si j'ai atteint cette promesse-là, c'est uniquement parce que je sais vendre. Et je me suis rendu compte que finalement, les personnes qui étaient avec moi avaient aussi réussi à atteindre cette promesse, mais il y avait une grosse difficulté dans la prospection et dans la vente. Donc moi, ce que je lui ai fait, c'est pour le remercier, j'ai fait une longue vidéo de 30 minutes
où en fait je donnais une masterclass sur comment se vendre, comment construire un discours commercial et comment réussir à se développer, tout simplement par rapport à cette compétence-là, en étant aligné avec ses valeurs. Enfin bon, bref. Et du coup, je lui ai envoyé ça en disant, bah écoute, je te remercie. Voici une vidéo que je t'offre parce que je pense que c'est pas un point faible de ton accompagnement, mais ça peut vraiment aider les personnes. Et de ça, bah, il a apprécié, il l'a mis dans la formation. Et un mois après, ils avaient besoin de recruter un coach, donc ils m'ont contacté du fait que j'ai fait cette démarche-là, tout simplement. Ouais, c'est vrai, dans la formation d'Antoine, ce qui nous apprenait, c'était surtout de pouvoir, prospecter, en fait, sur Instagram. Le grand concept, en fait et moi, ce que j'avais vraiment appris dessus, c'était que concrètement, quand tu trouvais ta niche, après, il fallait trouver ta ferme à prospects. Ta ferme à prospects, concrètement, bah, c'était tes concurrents, donc les personnes qui étaient dans la même niche que toi. Ces personnes qui étaient dans la même niche que toi, du coup, bah, ils créaient du contenu, ils avaient déjà une audience et cetera et donc du coup, bah, toutes les personnes qui les suivaient ou qui, interagissaient avec eux en likant, commentant leurs posts, bah, du coup, c'était, entre guillemets, «des personnes qui étaient intéressées par cette niche-là» et donc toi, en fait, notre job, c'était de pouvoir aller, puiser, en fait, dans ces fermes à prospects pour essayer de prendre contact, en gros, avec ces leads-là et pouvoir après, entre guillemets, «leur envoyer des messages DM, avec les personnes qui, eux aussi, interagissaient avec toi. Donc toute la strat, en fait, était là-dessus, de pouvoir prospecter sur Instagram et c'est vrai que, honnêtement, quand j'ai appris ça, c'était assez nouveau pour moi et franchement, ça a marché. C'est qu'on on trouve ça des fois un peu bête, mais c'est vrai que ça marche. Déjà, bah, c'est des personnes qui sont dans ta niche, donc qui sont intéressées par, ce que tu fais. Généralement, quand tu, vas commenter ou liker, leur profil, bah, généralement, ils vont aussi voir le tien. Si ton profil est bien optimisé et qu'ils comprennent bien, ce que tu fais et cetera, bah, du coup, ils vont aussi commenter ou partager, une interaction avec toi. Donc ça te donne, du coup, l'occasion de leur envoyer un DM et de commencer, du coup, ton script, de prospection. Donc c'était là-dessus, en fait, où tu étais vraiment excellent. C'était sur la prospection directement en DM et après directement pouvoir réserver un appel pour après les closer en appel, c'est ça? En fait, c'était vraiment là-dessus que je me suis démarqué. C'est vrai que cette partie-là, en fait, si cette stratégie fonctionnait aussi bien à l'époque, non sans difficulté, hein, parce qu'il fallait faire quand même beaucoup de volume d'envoi de messages de prospection, mais en fait, c'est que tu surfes sur la réputation, en tout cas sur le travail au niveau de la création de contenu des autres, qui ont de l'avance sur toi, qui ont peut-être 1 an, 2 ans d'avance. Et c'est vrai que créer une communauté là en 3 mois, souvent c'est une promesse en 3 mois, tu atteins tant, aller promettre aux personnes que vous allez avoir une communauté et du coup interagir avec ces prospects-là, prospects tièdes, bah, c'est assez difficile et c'est un peu au bon vouloir du compte Instagram, si t'es bon, si t'es pas bon. Que là, en fait, bah, tu te sers de la réputation des autres qui, eux, en fait, centralisent tes prospects. Tes prospects sont intéressés, interagissent avec lui. Bah, on va aller les chercher, on va aller leur envoyer des messages. Et vu qu'ils sont intéressés, bah, pourquoi pas en fait les amener en appel de vente et vendre. Et là où moi où je me suis différencié, bah, ou en tout cas j'ai excellé, on va dire ça comme ça, en tout cas j'ai un peu performé, c'est que j'ai envoyé plus de 2000 messages en 1 mois et demi. Donc à l'époque, Instagram ne m'avait pas bloqué. Maintenant, on peut plus trop le faire, hein. Mais et là-dessus, bah, j'ai réussi à trouver mes premiers clients en faisant du volume, du volume. Et c'est vrai que tu es en appel de vente avec des personnes qui ne te connaissent pas, où il faut créer la confiance. Tu as un compte Instagram souvent un peu miteux, on va pas se mentir. J'ai trouvé mon premier client, j'avais 34 abonnés et ma communication, elle était vraiment très bancale, très très bancale. Et pourtant, bah, j'ai réussi à la convertir. Et de là, ça a lancé toute la machine. J'ai appris à développer mieux mon contenu. J'ai envoyé plus de messages. Et voilà, tout simplement. Donc, c'était une stratégie qui fonctionnait très bien à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, toujours, je pense que la prospection à froid, indéniablement, ça fonctionnera toujours. Mais c'est vrai que ça a été poncé de partout. Et c'est pas non plus la chose, c'est ça aussi où les personnes, quand on achète une formation, on pense que acheter la formation, c'est bon, ça y est, j'ai réussi. Non, en fait, derrière, il y a quand même un volume de travail à respecter. Et là-dessus, bah, envoyer 2000 messages de prospection, certains n'étaient pas prêts à le faire, forcément. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur la partie volume. Je sais que Alex Hormozy, il est aussi très là-dessus, où il voit entre la différence entre faire mieux et faire plus. Concrètement, faire mieux, c'est vraiment la partie optimisée. Donc, on va essayer d'optimiser tes messages, ton script de vente, et cetera, et essayer de l'améliorer concrètement. Et faire plus, bah, c'est comme tu dis, au lieu d'envoyer, 20 messages ou 100 messages, bah, tu vas en envoyer 2000. Et donc, c'est sûr qu'avec le volume, bah, du coup, tu augmentes du coup la probabilité de personnes qui vont te répondre à tes messages et probabilité que les gens, du coup, va réserver un appel et donc pouvoir vendre. Donc, c'est vrai que souvent, des fois, on veut toujours
optimiser, essayer d'améliorer les choses et tout. Alors qu'en fait, il faut juste faire plus, en fait, tout simplement. Voilà, au lieu d'envoyer, 20 messages, vas-y, envoie-en 2 000 en fait, tu vois? Et tu verras que tu vas pouvoir faire des ventes. Même si ton script, il est moins bon que les autres, même si ton script, il est pas hyper optimisé et cetera, c'est pas grave, en fait, c'est le volume qui va pouvoir te permettre, en fait, de faire ces ventes. Donc, hyper intéressant sur C'est ce vrai. sujet. Ouais, Hem, si je peux rebondir dessus, Vas-y. simplement, conclure sur le volume, vraiment, c'est le maître mot. En fait, que tu sois nul en communication, nul en prospection, nul en closing, si tu fais du volume, tu toutes tes chances d'échec. En fait, parce qu'à un moment donné, la statistique, elle se rapproche forcément, indéniablement. Donc forcément, il y en a qui vont réussir en 100 messages, en 3 appels, de vendre. Tant mieux pour eux. Et moi, la plupart des personnes que j'ai en appel, enfin, avec qui je travaille actuellement, ils me disent, ouais, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma création de contenu, dans mon script? Combien de messages tu fais par jour? 10, 20. Bah, t'en fais 2 fois plus, en fait. T'as trouvé des clients en faisant ça. Il te faut 500 messages pour trouver un client. Bah, au lieu d'essayer d'en envoyer 250 pour trouver un client d'optimiser, t'en envoies 1500 et t'as 3 clients, en fait. Déjà fait ça. Comme ça, tu gagnes du cash, tu fais vivre ton activité et dans un second temps, t'optimises et t'améliores. Mais dans un Non, premier mais temps, c'est volume bête et méchant. non, mais exactement. C'est vrai que souvent, on cherche toujours des nouvelles stratégies, des nouvelles choses à faire et cetera. Alors qu'en fait, la solution, elle est vraiment des fois, devant nos yeux. Nous l'année dernière, on avait un programme d'accompagnement, où on accompagne les experts comptables, tu vois, pour un programme d'infoprenariat aussi et nous, on avait un système d'acquisition, on faisait des webinaires et donc on a fait un peu plus de 100 000 € l'année dernière là-dessus et on faisait un webinaire tous les mois ou tous les 1 mois et demi, tu vois? Et c'était très irrégulier dans l'année, tu vois? Et là, on se disait: «Tiens, vas-y, comment cette année on va pouvoir faire, plus de chiffre d'affaires?» et cetera. On se posait des questions, on voulait faire, tu vois, on voulait écrire un livre, des choses comme ça et tout. Et en fait, la solution, c'était, au lieu de faire, un webinaire tous les 1 mois et demi, tu en fais un par semaine, quoi. Concrètement, tu vois, si tu en fais 4 de webinaires dans le mois, c'est sûr que tu feras beaucoup plus de chiffre d'affaires, tout simplement, en faisant exactement, en fait, la même chose que tu faisais l'année dernière, sauf que tu le fais 4 fois plus, en fait, tu vois? Donc tu sais le C'est aussi faire, simple que ça. Mm. tu as la compétence, tu sais le faire, fais le plus, en fait, tu vois? Donc c'est vrai que des fois, on se prend la tête alors que bon, fais plus, tu vois? C'est juste ça, ouais, exactement. En fait, tu as un process qui statistiquement fonctionne. Un webinaire, tu convertis tant de personnes, etc. Bref, peu importe, tu dépenses tant, tu convertis tant. Bah, fais-le plus régulièrement. Moi, j'ai des clients qui viennent, ouais, la publicité fonctionne pas. T'en fais combien? Bah, j'en teste une par semaine. Bah, si t'en testais 3, 4 par semaine, en fait. Tu vois, déjà, tu gagnes 6 mois dans ton processus. Tu prends de l'avance, tu fais plus de testing. Je connais des entrepreneurs américains, eux, ils testent 4 à 5 publicités par jour. Donc à un moment donné, quand eux font ce volume-là d'essais, on peut pas venir me dire que ouais, une par semaine, j'ai fait le maximum, ça marche pas. Non, en fait, t'as pas assez fait de volume, t'as pas assez essayé. Donc même, là, on parlait de prospection, tu me parlais de webinaire, là, je te parle de publicité de mecs qui font 50, 60, 100 000 euros par mois. En fait, à tous les étages. C'est souvent ça Ouais. le problème. Et moi, le premier truc que je leur dis en consulting, bah, tu fais combien? Fais plus. Création de contenu, t'en fais un par jour, fais plus. Fais plus de volume déjà dans un premier temps. Et moi, c'est une phrase d'Hormozy qui m'a assez marqué, c'était il y a 2, 3 ans. Tant que tu fais pas 100 000 euros par mois, c'est que tu fais pas assez, en fait. Tu fais pas assez de volume. Ouais, mais j'aimerais rajouter des questions pour mieux qualifier, parce qu'en appel, j'ai beaucoup des personnes. Tu fais combien? 2 000. Bah non, en fait. Tu prends tout le monde en appel. Tu fais du volume d'appel, tout simplement. Donc il est Ah ouais, américain, il était dans l'excès avec 100 000 euros hein, avant d'optimiser. Mais quand même, ça peut être un cap. ouais, non, mais complètement et franchement, je te rejoins vraiment là-dessus. Souvent, je te dis encore une fois, souvent on pense des nouvelles idées, mais ouais, juste fais ce qui regarde ce qui fonctionne déjà dans ton business et ce qui fonctionne, augmente-le quoi, c'est tout, tu vois? Donc et C'est est-ce que exactement c'était ça. quoi un peu les points de blocage que tu voyais régulièrement sur les personnes que tu accompagnais dans le coaching d'Antoine Blanco? Alors, c'est un peu particulier, donc, parce qu'en fait, dans le coaching d'Antoine Blanco, tu coaches pas des entrepreneurs, tu coaches des mecs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ils ont pas, dans la plupart, cette mentalité de aller trouver des solutions, aller faire le kilomètre additionnel, pas encore. Parce que souvent, ces personnes-là, je sais pas, 18, 20, 25 ans, qui étaient le cœur de cible, ont acheté une formation, c'est leur plus grosse dépense de leur vie, peut-être avec une voiture et encore. Et en fait, penser que ça y est, en fait, c'est bon. J'ai accès au Graal, au secret. Et en fait, le secret, c'est de travailler. Tu vois? Et du coup, il y en a qui étaient pas prêts et on perdait beaucoup de temps là-dessus en me disant, moi, j'ai pas de résultat. T'as envoyé combien de messages? 15 en une semaine? En fait, c'est normal. Donc, je pense que le principal point de friction des personnes qui se lancent, c'est en fait de pas encore avoir la mentalité. Et les mecs qui réussissaient le plus, c'est ceux qui avaient déjà eu un, deux, trois échecs par le passé ou les mecs qui étaient au pied du mur.
Et là, en fait, ces gars-là, en fait, ils ont l'expérience, ou en tout cas, ils vont le devenir, ils ont la force mentale de se surpasser, de se développer. Et forcément, dans une course, si tu vas un peu plus vite, si tu donnes un peu plus, si tu t'entraînes un peu plus avant, bah, c'est toi qui finis, qui récolte les lauriers. Donc OK, donc ouais, ça, c'était principal c'est au c'était niveau vraiment mental. du le mindset, ouais, le mindset qui était pas là, en fait, qui était pas assez développé et qui était pas, en fait, prêt concrètement pour réussir vraiment sur cette expérience. C'est vrai que souvent, on le voit, hein, même, chez les jeunes, quand ils font des études, souvent, des fois, un peu leur objectif, leur goal, c'est un peu, des fois, leur diplôme ou comme là, tu vois, leur formation et ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, bah, ça, c'est juste le tremplin, en fait. C'est pas ton but final, c'est juste le truc qui peut te faire un peu décoller, mais ton but, il est, en fait, derrière, en fait, ça. Donc c'est vrai que je peux te rejoindre totalement là-dessus. C'est C'est vrai que ça, des fois, on c'est pense que, exactement ça. avoir acheté la formation, ça va permettre de tout faire. En fait, non, c'est l'après, en fait, qui va te permettre. C'est le Donc, début. Et moi, j'ai été dans l'erreur aussi. Quand j'ai eu mon diplôme, c'était mon objectif. Et en fait, j'avais pas de vision au-delà. Donc, une fois que je l'ai fait, bah, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? Rien, tu vois? J'ai pas anticipé. Il y en a qui avaient créé des entreprises, pas moi, je ne savais pas quoi faire. Donc en fait, c'est que tu as un objectif court terme et là, en fait, leur objectif court terme, c'était, bah, déjà de se lancer et derrière, bah, ça prenait un mois et demi à coacher au niveau du mindset pour qu'ils comprennent en fait que, ouais, là, va falloir en fait donner un peu plus. Ouais, mais moi je travaille. Ouais, bah moi quand je me suis lancé, je bossais aussi. Donc je travaillais plus tard le soir. En plus, j'avais un enfant en bas âge. Donc en fait, tu peux te trouver des excuses, il y a pas de souci. Mais à la fin de la course, tu peux dire ouais, bah moi j'ai pas fini premier parce que j'avais ça et je travaillais beaucoup et ceci. Ouais, bah le mec, l'autre qui a fini premier, il avait peut-être autant d'excuses que toi, pourtant il a fini premier. Et s'il en avait moins, c'est son problème et tant mieux pour lui. Toi, en fait, tu fais avec ce que t'as et t'avances avec ce que t'as, tout simplement. Moi, j'avais des excuses, pourtant je les ai pas utilisées. Longtemps dans ma vie, j'ai utilisé des excuses pour pas avancer. Au moment où je me suis lancé, non, en fait. Bah, je travaillais plus tard le soir. Pendant 3 mois, j'ai sacrifié mes nuits. Je prospectais comme un forcené. Dès que ma fille dormait, j'envoyais des messages. J'avais envie, en fait. J'étais animé de cette truc où je vais y arriver, je vais réussir. J'ai ma vision. Et en fait, sans vision, t'avances pas. T'abandonnes très rapidement. non, non, je comprends, franchement, je te rejoins. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu, ce que j'imagine, donc c'était un peu ta première expérience dans l'infoprenariat. Tu étais aussi dans une grosse machine quand même qui était Antoine Blanco, surtout à cette époque-là où franchement le mec était en pleine croissance. Est-ce que du coup tu as pu, apprendre, bah, pas mal de choses justement sur l'infoprenariat, sur les offres, sur, bah, comment il gérait après, ses équipes, comment il arrivait à faire son acquisition client, comment il arrivait à faire après son delivery? Est-ce Bien que, sûr. tu as un peu des patterns que tu as réussi à apprendre ou des choses comme ça? Bah, totalement. À 2000%. En fait, moi, je vois cette expérience, ça a duré 1 an, mais comme si, pour ceux qui ont la rêve de Dragon Ball, comme si que j'étais dans la salle de l'esprit du temps, en fait. Parce que vu il fait peut-être encore aujourd'hui des volumes hors normes, c'est vrai que ça m'a permis de coacher 400 personnes en 1 an. Finalement, ce que moi, j'aurais fait tout seul en 4 5 ans. Donc finalement, j'ai pris un level up de fou furieux en 1 an, déjà sur ma manière de coacher, ma manière de délivrer, les connaissances et de pouvoir aider un maximum de personnes, tout simplement. Donc déjà, c'est vraiment, tu boosté aux hormones quand tu es dans ce type de structure. Même si, et ça je l'ai vu très rapidement, en fait, c'est une structure qui est neuve, toute neuve, nouvelle. Donc c'est vraiment, encore une fois, un petit bébé qui grossit énormément. Très rapidement, quand je suis arrivé, ils étaient 4, je crois. Quand je suis parti, 35 personnes. Donc tu vois, en 1 an, il y a quand même eu, le mec est passé de 40 000 à 300 000 euros par mois. Donc vraiment, le level up, il est juste dingue. C'est même un peu compliqué de le délivrer. Donc en fait, tu es au cœur d'une structure qui se développe, qui peut se tromper parfois, qui essaye des choses, mais qui est indéniablement pas prête à recevoir autant de clients et autant d'argent d'un coup. Et forcément, lui aussi est un entrepreneur qui se forme en parallèle. Il est humain Mmh. comme tout le monde. Donc en fait, tu es vraiment au cœur de ça. Et ça m'a permis de voir une chose très importante que je retiens, c'est que ne jamais couper l'acquisition. Les fois où lui a coupé l'acquisition pour restructurer, etc., en fait, c'est tu perds du chiffre d'affaires, alors que tu dois toujours, en fait, dès que tu es en croissance, y aller à fond la caisse et ensuite adapter. Forcément au détriment des équipes qui sont là. Moi, à un moment donné, je gérais énormément de personnes, le temps qu'on recrute, le temps qu'on processise, etc. Donc les humains qui sont dedans souffrent un peu, mais c'est pour un bien commun. Et finalement, bah, à la fin de l'année, il était à 300 000 euros par mois, je crois, quelque chose comme ça. Euh, donc c'est assez énorme, c'est assez énorme. Et tu vois tous les closers qu'il a, le turnover, comment il délègue, comment il recrute, le management de tout ça, les setters, les embrouilles qui commencent à arriver de pôle en pôle. Ouais, mais c'est la faute des setters, ouais, la faute des closers, ouais, mais la delivery, ils font pas le taf parce que il y a des gens insatisfaits, etc. Tu vois. Donc en fait, tu te dis, le mec part de tout seul.
et en 6 mois, il y a 30 personnes à gérer. C'est un peu difficile. Ouais, c'est vrai que des fois, quand on est d'un point de vue extérieur, on croit que, bah, c'est des grosses machines, c'est bien huilé et cetera et c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'en fait, bah, le mec, il absorbe une croissance très, très rapidement. Il est en hyper croissance très rapide. Bah, généralement, c'est la première fois que ça lui arrive, bah, faut pouvoir pouvoir recruter très, très rapidement, pouvoir les onboarder, pouvoir les manager, pouvoir après bah, avoir du reporting derrière et que, tout fonctionne, à peu près correctement pour pas, faire casser la machine et c'est vrai que quand on est en point de vue extérieur, on se dit: «Oui, bah, ils font beaucoup d'argent, c'est des grosses machines, donc du coup, en gros, entre guillemets, c'est hyper professionnel, c'est hyper bien fait et cetera et c'est vrai que j'imagine que quand on est vraiment dedans, on s'aperçoit que c'est un peu en mode un peu «start-up» des fois entre guillemets où, bon voilà, on est en train de construire, on est en train de faire et je pense que ça va être ça aussi l'expérience que tu dois ressortir, c'est, bah, on est là pour faire, on est là pour actionner et même si ça se passe des fois mal, bah, on continue et on essaye d'avancer et on essaie de construire le truc. Hem Comment ça se passait sur la partie, un peu, bah, justement organisationnelle? Est-ce que vous avez des points très, très réguliers avec des réunions pour, sur des sujets précis? C'était quoi un peu l'organisation pour, justement essayer de faire grossir le truc? Pour envoyer une image déjà là-dessus, pour que ça soit parlant pour tout le monde, en fait, c'est comme si tu vois un énorme paquebot. Il est beau, il est magnifique. Toi, tu es client, donc tu es dans les belles chambres, tu vas au restaurant, tout se passe bien. En fait, si tu descends de 2 étages, tu es dans la salle des machines et là, en fait, ça fume de partout, ça court partout, c'est compliqué, il faut faire avancer la machine. Donc en fait, tu es vraiment là-dedans. Donc en fait, il y a au-dessus de toi, bah, voilà, tout ce qui est le beau, le marketing, l'entreprise, des clients satisfaits, des mecs qui réussissent de fou, et en dessous, bah, tu es dans la salle des machines. Et là, forcément, personne n'est prêt à faire avancer un aussi gros paquebot. C'est la première fois pour quasiment tout le monde qu'on est dans ce type de paquebot. Donc, il faut faire avec les compétences qu'on a, monter rapidement en compétences et faire avancer la machine. Donc, je pense que c'est intimement lié aux compétences humaines que tu recrutes. Donc, le recrutement, il est fondamental. Et c'est vrai que moi, on m'a recruté un peu à la marge. Ouais, bah, c'est un bon client, il était bon. Il me dit qu'il a fait des études là-dedans, donc je pense qu'il peut être bon en coach. J'avais aucune expérience. Et en fait, c'est dedans où je me suis révélé vraiment, vraiment bon. Tu vois. Donc il y a un pari dedans. Donc tu peux faire pas mal d'erreurs à ce niveau-là. Et c'est compliqué. Et au début, en fait, comment ça faisait déjà sur la partie delivery, comment en fait on assurait la qualité, c'est qu'on avait un rendez-vous par semaine avec mon head of delivery, tout simplement. Donc au début, on n'était que deux, forcément. Et ça nous permettait de faire un point sur chacun des clients, comment ça avançait, le pourcentage de réussite, le pourcentage de satisfaction, le chiffre d'affaires généré par chacun de nos clients. Est-ce qu'on a 20% de nos clients qui génèrent du chiffre d'affaires au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois? Comment ça se passe? Quelles sont en fait les statistiques rouges, où ça clignote en rouge, tout simplement, où là, il faut aller puiser, il faut aller rechercher. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'améliorations, parce que chaque semaine, on essayait de se remettre en question. Ben, on va rajouter un live closing, on va rajouter un live ceci, on va rajouter des rendez-vous de 30 minutes par-ci, par-là, pour ceux qui sont plus en galère, etc., etc. Donc moi, en tout cas, sur la partie délivrée, au début, on n'était que deux. Et petit à petit, ben, on a eu une équipe à gérer, des personnes à former, donc des process, un suivi qui était avant sur Trello, pas très professionnel. Ensuite, on l'a migré sur une autre plateforme. Donc en fait, ça se fait sur le tas. Tu trouves des solutions sur le tas. Super, franchement, super en tout cas pour le retour et du coup, on va venir maintenant à ton offre. Comment après, bah, tu t'es servi du coup de cette expérience pour, bah, continuer sur ton offre? Est-ce que c'était, donc tu m'as dit que tu avais choisi une offre un peu freelance où tu accompagnais les freelances et cetera. Comment maintenant tu t'es basé sur, les coachs sportifs? Aujourd'hui, tu accompagnes du coup des coachs sportifs, c'est ça? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette transition? Comment tu es arrivé sur cette niche-là? Pourquoi tu as choisi cette niche-là? Et comment du coup tu as réussi à transformer cette expérience, maintenant dans ton business? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu travailles pour Antoine et quand tu fais autant de volume de travail, t'as pas vraiment le temps de développer ton activité. Donc finalement, moi, pendant un an, cette activité, elle était un peu pas en stand-by. Je faisais quand même 2, 3, 4 000, je trouvais 5, 6 clients par mois, mais j'ai jamais pu aller au-delà. En tout cas, prendre le temps de mettre en place des process pour aller au-delà, donc de sortir de la prospection froide, de lancer des publicités, de déléguer, etc. Donc en fait, ça a mis un peu en stand-by l'acquisition et du coup le développement de mon activité pendant un an. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est pas que j'accompagne des coachs sportifs, c'est que à la suite de la prestation avec Antoine, j'ai retrouvé cette même prestation pour une seconde entreprise où là, on aide les personnes à scaler leur activité. Et pareil, même OK. principe, c'est que je suis arrivé dans une C'était avec structure où qui? le gars est tout seul, je travaille toujours pour lui, c'est Upscale, Matthew Skrinicki. Et en fait, il était tout seul.
Et pareil, je suis arrivé pour l'aider à délivrer, pour aider en fait chacun de ses clients à lancer de la publicité, lancer des VSL, développer leur compte Instagram, trouver des clients, faire du setting, etc., etc. Et cetera. Et je travaille toujours pour lui 1 an et demi après, 2 ans après, où là en fait, bah, j'ai vraiment ce boulot de coach où j'aide chacun de ses clients à développer leur activité, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je fais en parallèle. Donc c'est l'expérience d'Antoine qui m'a permis de pouvoir travailler avec là et du coup de gagner de l'expérience sur le niveau business d'après, sans moi-même le faire, comme ce que j'avais fait avec Antoine finalement. Donc ça, j'étais plutôt content et je suis toujours très content de cette prestation. Et du coup, en parallèle, moi, j'ai totalement arrêté les formations parce que former des personnes, c'était pas vraiment mon truc. Et je suis revenu à mon idée de base, c'est que mon entreprise aujourd'hui, c'est simplement du consulting. C'est-à-dire que peu importe l'entrepreneur, peu importe sa situation, il prend 1 heure, 1 heure et demie avec moi, il bénéficie de mon expérience, mon expertise, et on essaye de régler ses problématiques. OK. OK, d'accord. Et quand, justement, là, tu fais du consulting, généralement, c'est sur quoi que tu travailles généralement le plus? Est-ce que c'est sur l'offre? Est-ce que c'est sur, le système d'acquisition client? C'est sur quoi réellement que tu travailles? Généralement, c'est quoi les grands blocages qu'ils ont, les grands besoins qu'ils ont? Ouais. À 60 en fait, à 100 les personnes viennent avec en pensant que l'acquisition fonctionne pas, en pensant que la délivrabilité fonctionne pas, en pensant que tout ça fonctionne pas. Vu que ma cible, c'est plus les personnes qui font de 10 000 à 50 000, 60 000 euros, en fait, 70 du temps, c'est un problème de mindset. Donc OK, finalement, moi qui pensais, quand j'ai lancé cette activité, rentrer vraiment en détail technique dans tous les processus et les aider, je me rends compte qu'après, quelques mois, quasiment 1 an après, que je fais du coaching en mindset de CIO. En fait, c'est comment transformer ce gars-là qui est encore freelance, on va dire, qui a commencé à déléguer, mais qui a encore une mentalité de freelance, le transformer en CIO, tout simplement, OK. en chef En d'entreprise. vrai chef d'entreprise, OK, ouais, je C'est ça. vois. Et en fait, c'est ça qui fait où les mecs, en fait, sont bloqués à un moment donné, parce qu'ils pensent encore comme un freelance. Et bah, finalement, on travaille là-dessus. OK. Donc c'est quoi? C'est en mettant après des systèmes en place pour pouvoir après, bah, déléguer des certaines parties, c'est voir un peu les goulots d'étranglement qu'il peut avoir dans son business pour, justement, bah, 1 les identifier et 2 pouvoir après le régler en le déléguant à la bonne personne et cetera? C'est comment vous travaillez? C'est quoi un peu ta méthode? En fait, la phrase, c'est apprendre à travailler plutôt sur son business que dans son business. Et ça, les personnes ont vraiment du mal à lâcher des points. Ouais, mais moi, je suis bon en vente. Ouais, t'es bon en vente, mais en fait, ça te prend tout ton temps. Et c'est pas ton rôle. Tu dois recruter et déléguer quelqu'un. Ouais, mais le setting, c'est difficile, etc. Eh ben, tu recrutes, tu délègues. Ouais, mais le contenu, tu délègues, en fait. C'est apprendre à déléguer rapidement. Parce qu'en fait, le goulot d'étranglement, il y en a, hein, statistiquement. Tu vois, quand je vois les KPI, ouais, je vois que là, en setting, c'est difficile. En closing, finalement, on pourrait s'améliorer. Le système d'acquisition, les publicités, elles sont pas si performantes que ça. Le ROI, il est pas dingue. Donc, je pourrais, en fait, faire un coaching là-dessus pour les aider. Mais en fait, je me rends compte que si ça, c'est pas dingue, c'est parce que lui, en fait, il a pas cette vision du dessus. Et cette vision du dessus, prendre ce recul-là, c'est très important. Que si lui, il est encore dans la salle des machines, on en revient là, hein, au bateau, hein, au paquebot. S'il est encore dans la salle des machines, à quel moment il peut voir l'horizon et il sait où avancer? Non, c'est deux types différents en fait. Tu peux pas être à la fois dans la salle des machines et le chef de bord. Donc en fait, je les apprends simplement, je me rends compte que ouais, 70%, on va dire peut-être un peu moins, j'abuse, je suis un peu marseillais dans l'âme, mais au moins 60%, sans mentir, en fait, je les apprends à sortir de la salle des machines et à se mettre au poste de commandement. Et là, en fait, OK. les mecs, sans changer de process, parce que souvent, comme tu l'as dit, il y a un peu cet effet shiny object. Je vais changer de stratégie, je vais lancer un VSL funnel, je vais lancer je sais pas quoi, bref, peu importe, pour aller plus loin. Non, déjà, et une vision. Et là, tu vas voir que ce que tu as en place, tu peux facilement doubler, voire même tripler ton chiffre d'affaires avec ce que tu fais déjà. En mieux, en déléguant. Donc, en faisant plus de volume. Parce que toi, tu peux pas faire tout. Donc, on y revient au volume, encore une fois. Au bout d'un moment, le volume, tu peux pas le faire tout seul. Tu es obligé de le déléguer à un humain ou à une IA, peu importe, en fonction de ce que tu veux faire. Et là, en fait, tu te transformes en CIO. Ouais, non, je comprends tout à fait. C'est vrai que moi aussi, sur les clients que j'accompagne, souvent, toutes les semaines, ils arrivent avec une nouvelle idée. Tiens, j'ai envie de créer une nouvelle offre un peu plus low ticket pour, bah, justement, comme je n'arrive pas à faire assez de closing et que je vois les gens, ils ont pas le budget, bah, je fais une petite offre low ticket, comme ça, au moins, on pourra les closer, tu vois? Semaine d'après, c'est: «Ah, tiens, là, j'ai envie de faire beaucoup plus de contenu, donc là, je vais lancer, bah, un nouveau podcast, on va faire ça, et cetera». La semaine d'après, c'est: «Ah, tiens, j'ai mon closer, il a eu une idée, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être qu'on pourrait mettre ça en place». La semaine d'après, c'est: «Ah, tiens, en fait, j'ai un mec qui m'a proposé un business, mais ça me prendra pas trop de temps, est-ce que je vais le faire?» Tu vois?
toutes les semaines, tu en fait, tu as une nouvelle idée et je lance pas la pierre, tu vois? C'est parce que moi, c'est un peu la même chose, tu vois? On est entrepreneur, on a toujours plein d'idées, on nous propose des choses, on rencontre des gens hyper, des fois inspirants et cetera, qui nous proposent aussi des business et donc c'est très facile, tu vois? On est dans un studio de podcast alors qu'on a un cabinet d'expertise comptable, tu vois? On a créé un studio de podcast, tu vois? C'est clair. Heu, on a des clients, qui sont sur Amazon, on s'est dit: «Vas-y, nous aussi, on va créer une boutique Amazon». Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends tout à fait, le truc et mais c'est sûr que c'est des fois un défocus total et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, des fois, tu stagnes, en fait, dans ton business et que d'un coup, tu as l'impression d'avoir perdu 1 an, 2 ans. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que tu as voulu lancer, en fait, plein de choses qui étaient pas, en fait, hyper importants ou qui va pas te servir, en fait, vraiment ton business et en fait, tu stagnes ou même tu régresses, quoi. Donc bah, je comprends totalement que c'est souvent le mindset, en fait, qui manque des fois parce que, bah, c'est ça, en fait. Si tu arrives, en fait, à prendre cette hauteur, à se dire: «Bah, tiens, en fait, mon objectif, c'est d'aller là et en fait, toutes les actions que je vais faire, en fait, c'est pour aller cet objectif-là et je vais essayer de pas me distraire et de pas, essayer de changer ce cap-là», bah, c'est sûr que, sur le nombre de jours, le nombre de semaines, le nombre de mois que tu vas faire dans cette direction, bah, c'est sûr que tu vas vraiment progresser, quoi. Donc je te rejoins totalement là-dessus. C'est ça, non mais en fait on est et ça c'est ce qui les a tous, même moi y compris, envie de se lancer, c'est on est des créateurs, on a envie de créer, on a envie d'avancer, on a envie de faire plein de choses. Donc ça c'est l'essence même de qui ils sont et de qui on est. Et même moi pendant 2 ans, j'ai voulu créer ma formation pour former des closers parce que je me suis rendu compte que les closers sur le marché, ils étaient éclatés. Donc je me dis: «Bah moi je suis en capacité, je peux le faire, pourquoi je le ferais pas?» Donc tu le fais, finalement tu perds 3 mois à faire ça, tu as quelques clients: «Ouais mais j'ai mon premier business, je me suis défocus» et cetera. Et en fait, on en revient, bon, ça va être le fil conducteur hein, de tout ce podcast-là, mais si tu es à la tête de ton paquebot, tu es au milieu de la Méditerranée, ouais, je pourrais aller à Marseille, je peux aller à Rome, je peux aller à Madrid, enfin pas à Madrid, à Barcelone plutôt. En fait, tu peux aller partout. Donc, mais si allez, je vais vers Marseille, ah non, finalement vers Barcelone, ah non, finalement vers Alger. Bon, tu fais des tours et t'avances jamais, t'atteins aucun objectif. Donc vas-y étape par étape. Non, tu vas aller à Marseille, on y va à fond plein gaz vers Marseille. Ouais, c'est chiant, c'est tout droit, j'aimerais faire plus de trucs. Ouais, je sais. Mais déjà, atteins Marseille et ensuite tu feras plus de choses. Tu vois. Donc en fait, c'est ce truc où, ok, t'es créatif, t'y vas, ça te lance, t'as une idée, et maintenant cette idée-là, faut aller la poncer au maximum. Parce que sinon, en fait, t'as plein de bonnes idées, tu fais plein de trucs moyennement, et tu te développes pas. Donc vas-y à fond, atteins ce truc-là où tu peux déléguer totalement ce business-là, et ensuite concentre-toi sur, tu veux investir en immobilier, bah fais-le. Tu veux lancer un podcast, bah fais-le. Tu veux faire ceci, bah fais-le. Parce que l'autre chose est gérée. Mais vu que tu as encore le nez dans ton business et que tu es encore dans ton business au lieu d'être sur ton business, bah t'as pas le temps pour faire les autres choses pour le moment. Donc délègue, fais plus ton closing, fais plus ton setting, fais plus tout ça. Prends des mecs meilleurs que toi qui vont le faire. Et là, tu vas gagner du temps. Et tu vas voir que pendant ton temps libre, tu vas dire, bah tiens, je vais faire un podcast. Tiens, je vais lancer un autre truc. Tiens, je vais faire ceci. Parce que tu es arrivé pas au bout, mais tu es arrivé à un palier où tu peux te le permettre. Et souvent, souvent c'est pas le cas. Souvent, c'est pas le cas. Non, mais franchement, je te rejoins, je te rejoins. OK, donc après cette dimension un peu, mindset que tu arrives après à leur, inculquer, concrètement, est-ce que vous travaillez aussi du coup sur les offres, sur la promesse, sur leur tunnel de vente, sur, bah, comment gérer, une équipe de closers? C'est quoi concrètement que vous travaillez après dessus? Alors franchement, moi j'interviens sur tout ce qui est de ma circonscription, si je peux dire ça comme ça. Donc sur là où en fait j'ai des compétences et j'ai fait du volume avec d'autres clients. Donc ouais, sur la création d'une offre, si je me rends compte que l'offre elle est bancale d'entrée de jeu, on va la travailler. Parce qu'en fait, c'est les fondements de son entreprise. Et si son offre ne calque pas avec un avatar cible, on peut faire tout ce qu'on veut, ça marchera jamais. Ensuite, ouais, voir son système d'acquisition, comment en fait il arrive à obtenir des clients, des prospects déjà dans un premier temps, et surtout combien. Et combien il en convertit en clients. Est-ce que ça c'est désuet? Est-ce qu'il faut le changer? Est-ce qu'il faut mettre en place autre chose? Ou est-ce qu'il faut, encore une fois, faire plus de volume dessus? Parce que souvent le gars il a pris une formation pour apprendre à lancer, je sais pas quel tunnel, peu importe, et au bout d'un moment ça n'a pas fonctionné comme il voulait, il veut changer. Donc non, non, va à fond dans ça. Donc voilà. Et surtout aussi, bah, apprendre à gérer une équipe de setters, une équipe de closers. Apprendre à créer en fait un discours commercial qui va matcher avec ces humains-là et qui va réussir, ou lui va réussir en fait à transformer ces B players, ces C players en A players, de par le process qui est mis en place pour déléguer. Parce que finalement, n'importe qui, tu peux le transformer en A player à mon sens, s'il est vraiment mis dans les bonnes conditions pour performer. Si on lui laisse, et moi j'ai fait l'erreur au début quand j'ai recruté mon premier setter, bah t'es bon, fais un peu ce que tu veux et on verra dans une semaine, 2 semaines ce qui est amélioré.
bah, le mec, il fait tout ce qu'il veut et surtout, il fait rien. Quand il a un cadre précis, qu'il a les bons outils pour performer, quand on lui fait des retours très régulièrement, en fait, le gars passe d'un B à un A player et il performe et ça devient vraiment une pierre angulaire de notre business. Donc également, je les apprends à faire ça. Donc en fait, ça Mmh. dépend où est son goulot d'étranglement, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Ah ouais, bah, c'est exactement ça, hein. Moi, c'est pareil. Bah, si on va parler un peu des 3, on va parler de l'offre, de l'acquisition et des closers parce que c'est vrai que souvent, Allons-y. c'est les 3 cas où on a du mal. Sur la partie offre, comment justement tu arrives à construire avec eux, bah, une offre premium? Comment tu arrives à faire augmenter la valeur perçue de leur offre? Et comment après ça se traduit directement dans leur tunnel? Heu, voilà, si tu peux me parler un peu, voilà, comment tu Ouais, bien travailles sûr. l'offre? Alors moi, je pars d'un principe, c'est que tu es jamais assez précis dans ton offre. Si, quand je te demande ton avatar client, tu me dis une fourchette, déjà c'est pas bon. Si je te demande ton avatar client, je dois avoir un nom, un prénom, une situation géographique, un métier précis, un âge précis, un poids précis si tu es coach sportif, bref, peu importe. En fait, je dois avoir quelque chose de très précis, un humain qui peut exister. Si t'as pas ça, je suis sûr que ton offre, elle est pas bonne. Elle est pas bonne à 100%. En tout cas, on n'arrivera pas à la rendre irrésistible. Et du coup, on la vendra moins bien. Et au niveau marketing, bah, en termes de communication, tu n'auras pas les mots précis. Donc ça, c'est à mon sens la première étape. Souvent, on pense, ouais, mais je cible les hommes, je sais pas, les hommes skinny à gagner 10 kilos de muscles. Ouais. Bah, qui Ouais, se ça veut reconnaît rien dedans, dire. en fait? Ouais, ça veut rien dire. C'est vaste. Ou en tout cas, le mec Mais va est-ce peut-être se qu'il a reconnaître. 20 ans? Est-ce qu'il sort de l'adolescence et donc c'est pour ça qu'il est skinny? Est-ce qu'il a 50 ans et en fait le mec il a vécu pendant, 40 ans de sa vie skinny et donc du coup c'est un vrai point de douleur et cetera et donc c'est différent. Donc ouais, non, c'est sûr que je comprends qu'il y a il y a un monde en fait, quand tu dis: «Bah là j'aide les hommes j'aide les hommes à gagner, 10 kilogrammes de muscle ou parce qu'ils sont skinny». Le panel est trop large. C'est ça. Donc moi, je prends toujours l'exemple, hein. Je lui dis, si tu veux vendre à 100%, en fait, si tu veux vendre à 100% à quelqu'un, il faudrait que ton avatar, ça soit, j'aide les hommes de Marseille qui font 52 kilos, qui ont 28 ans et qui sont unijambistes. Bah là, le mec qui est ça, il va acheter à 100%. Tu vois, je vais un peu loin exprès pour qu'il comprenne. Mais en fait, si ton avatar c'est ça, le gars qui est ce que je viens de te décrire, il achètera à 100% chez toi. Ça, c'est une certitude, parce que ton offre va être pile pour lui. Unijambiste, qui les cible, ce gars-là? Bon, personne, parce qu'à mon avis, ils sont pas énormes. Donc ça doit pas être un sac de prospects intéressant, mais quand même. Donc en fait, va loin dans ton ciblage, en interne. Tu vois, dans ta communication, tu n'es pas obligé d'aller si loin sur ta bio, enfin, c'est encore autre chose. Mais va loin, en fait, dans ton avatar client. Sois très précis. Et là, on pourra en déduire une offre parfaitement alignée avec ça. Moi, souvent, j'ai ça, avec mes clients. Nous, tu vois, donc dans notre cabinet d'expertise comptable, nous, on est spécialisé pour les vendeurs Amazon, tu vois? Et on a développé, en fait, cette niche, mais en connaissant tu vois, sur le vendeur Amazon, je pourrais t'en parler pendant plus d'une heure. Mhm. Vraiment, tu vois? C'est vraiment, pour nous, un vendeur Amazon, c'est vraiment quelqu'un qui était salarié, cadre, qui avait un bon emploi, en fait, à la base, qui gagnait plutôt bien sa vie, mais qui voulait changer de vie, qui voulait devenir après indépendant, qui voulait avoir une liberté, géographique, financière et qui cherchait un nouveau business. Généralement, en fait, il était sur YouTube, il a découvert, quelques vidéos qui parlaient d'Amazon, heu et donc, il a commencé à se renseigner tout seul, en fait. Il est autodidacte. C'est quelqu'un qui se sent plus, comment dire? Solopreneur que chef d'entreprise. C'est pas quelqu'un qui va avoir des salariés. C'est quelqu'un qui va, aimer, Oussama Ammar. C'est quelqu'un qui va aimer, Yomi Denzel parce qu'il va regarder ses vidéos sur YouTube. C'est quelqu'un qui est plus sur YouTube que sur Snapchat. Il est pas du tout sur Snapchat, il est vraiment sur YouTube. Il est sur Instagram. Tu vois? Tout ça, en fait, c'est ça ton avatar client. On le connaît parfaitement. Tu vois? C'est quelqu'un qui va s'habiller même plus en sweat à capuche. Tu vois? C'est pas quelqu'un qui va s'habiller, avec une chemise ou quoi, parce que le mec, il va travailler de chez lui. C'est quelqu'un qui travaille plus de chez lui. Il va pas avoir un bureau, il va pas aller dans un coworking. Il va travailler dans son salon, dans sa chambre. Tout ça, en fait, c'est comme ça que tu arrives à identifier ton avatar, à comprendre, du coup, son mindset, de où par où il va passer. C'est quelqu'un qui va prendre aussi une formation en ligne. Donc, c'est quelqu'un qui va, se former avec quelqu'un, qui va être dans des communautés, sur des Discord, sur des groupes WhatsApp. Tout ça, en fait, quand tu comprends, en fait, tout ça, tu comprends parfaitement ton avatar et c'est comme ça, en fait, que tu dois réfléchir pour après comprendre ses points de douleur, par où il va passer et si tu connais ça, bah, exactement, c'est comme ça qu'après tu peux créer ton offre. Bah, tu me fais Donc plaisir, Jérémy. Tu vois, c'est exactement ça. Toi, là, tu le connais par cœur, le type. Bon, j'ai bah, l'impression que tu l'as exactement, suivi dans la rue pendant des mois, tu vois, et que tu l'as analysé comme ça. C'est ça, en fait. On doit c'est avoir cette exactement ça. impression-là.
Tu connais ses habitudes de vie, limite ce qu'il mange le soir. En fait, si on dit ça, c'est pas parce que dans ta communication, tu vas dire: «Bah, tu manges des pâtes le soir», non, en fait, on s'en fout. Mais en fait, tu vas le connaître parfaitement et du coup, ça va en déduire des arguments de vente, déjà, on y vient, et également des arguments marketing. Donc tout ça, et quand tu l'auras en appel de vente, le gars, tu vas le connaître par cœur. Donc il peut pas te coincer quelque part. Tu le connais plus que lui-même. Et là, Bah, en fait, exactement. ça Tu peut vois, la pas première t'échapper. chose que je dis moi à mes vendeurs Amazon, c'est: «Bah, par quelle formation tu es passé?» Parce que Ouais, je sais que 97 du temps, le mec, il est passé par une formation, tu vois? C'est sûr et certain. Et même dans notre c'est ça. communication, généralement, quand on fait nos vidéos et cetera, bah, tu vois, on a un sous à capuche. Parce que je sais que le mec, il va plus se reconnaître parce que, bah, on est habillé de la même façon que, si je m'habillerais, tu vois, en gros, mon avatar client, ça aurait été, je sais pas moi, un laboratoire pharmaceutique. Bon, bah, j'irai pas en sous à capuche, tu vois, complètement au Ouais, rendez-vous. J'irai avec mon costard, tu vois? Heu mais parce que c'est aligné avec mon avatar. Donc c'est pour ça que l'avatar, je suis vraiment d'accord, c'est vraiment la première chose qu'il faut vraiment bien, bien comprendre et vraiment parfaitement pour après dérouler concrètement après tout ce que tu vas faire derrière parce que tout part de là, en fait. Tout part, en fait, de ton prospect, de ton client idéal, quoi. exactement. Exactement, exactement. Donc, et également, en fait, demander à ChatGPT simplement, ouais, je veux cibler les hommes, lisse-moi un avatar. Ça marche pas, en fait. L'avatar, il est pas précis. Et tu lis même pas tout ce que ChatGPT t'écrit en plus. Donc, on te connaît. T'es flemmard. Tu vas même pas lire. Fais également cette recherche toi. Moi, la première chose qu'on m'a appris en école de commerce, en fait, à l'époque, il n'y avait pas l'IA, mais c'est d'aller envoyer des questionnaires à qui je voulais cibler dans les globalités, un questionnaire très précis, pour en fait en déduire en fait un avatar, pour mieux les connaître par cœur. En fait, faut faire cet exercice-là. Faut pas hésiter à aller très très loin, pousser la chose à l'extrême, à limite faire générer une image pour savoir à quoi il ressemble. Mais en fait, en fait, c'est le pilier numéro un de tout ce qui va suivre dans ton entreprise. Donc si ça c'est friable, si ton avatar c'est j'aide les hommes 30-50 ans à gagner 10 kilos de muscles, plutôt, bon bah non, en fait, ça marchera pas. Ça marchera pas. Et c'est l'un des premiers travaux que je fais, bah, moi, quand les personnes viennent à moi et je me rends compte que c'est leur problématique, ou chez Upscale, vu que j'interviens là-bas, souvent quand les mecs rentrent, déjà on travaille sur l'avatar. Ouais, mais moi je fais déjà 5000, c'est bon, je l'ai déjà fait ça. Bah attends, on prend une heure et on voit si tu l'as déjà fait. Et non, pas tant que ça. Il y a des choses à améliorer. Parce que j'ai fait l'erreur aussi, j'ai emmené des mecs, on a essayé de scaler, et en fait l'avatar, il n'était pas précis. Et au bout d'un moment, tu es bloqué, les gens se reconnaissent pas vraiment, les statistiques de les publicités sont pas dingues, les gens cliquent mais s'abonnent pas vraiment, sont pas engagés. Et à contrario, quand il y a un gars où c'est très précis, les stats, elles explosent. Les personnes cliquent, s'abonnent, lui envoient des messages. Limite, quand est-ce qu'on fait l'appel de vente? J'exagère, mais c'est quasiment ça. En tout cas, je me suis vraiment reconnu à 100% dans la publicité et dans ton marketing. Les mecs reçoivent ce genre de messages. Et à ce moment-là, j'en ai conclu ce que j'avais déjà un peu en tête. Ouais, en fait, si l'avatar est pas suffisamment précis, on n'y arrive pas. On peut y arriver un peu au début, et au bout d'un moment, tu es bloqué. Donc, retravaille avec tout le monde sur l'avatar, un avatar très précis, et là, on y va. On y va, on y va. Ah non, je comprends tout à fait et je suis vraiment reconnaissant du coup de Eurofiscus, notre cabinet comptable. Mhm. Nous, avant, on était spécialisé e-commerce. E-commerce, c'est quand même assez large au final, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Tu as le mec qui fait du Shopify, le mec qui est sur, Amazon, le mec qui vend, tu vois, sur des marketplaces, comme ça, le mec qui fait du Vinted, c'est très, très large. Le jour où on a dit: «Bah, vas-y, maintenant on est l'expert comptable des vendeurs Amazon», bah, en fait, mon calendrier, il s'est rempli tout seul, quoi. Tu vois? Parce que c'est ça, on parlait à vraiment une personne, le mec se reconnaissait et cetera et même on pourrait aller encore plus loin, on pourrait dire: «On est l'expert comptable des vendeurs Amazon qui font de l'arbitrage», tu vois? Mhm. Et quand tu es pas vendeur Amazon, tu dis: «Arbitrage, ça veut dire quoi?» Mais t'inquiète pas que ton vendeur, bah, lui, il sait ce que ça veut dire arbitrage. Donc du coup, il va se reconnaître dedans et donc du coup, il va savoir que tu es spécialisé et donc du coup, il va t'appeler. Donc ouais, non, franchement, je te rejoins totalement C'est là-dessus. intéressant, ouais. Mhm. OK, donc travaille du coup sur l'avatar. Après, est-ce que sur la promesse, généralement, ils arrivent bien à comprendre aussi, c'est quoi une promesse? Comment on la formule et cetera et à quoi ça sert? Alors, ouais, c'est vrai que la promesse, je l'ai un peu gommée, moi, personnellement. En tout cas, elle n'est pas affichée sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de promesse de résultat, c'est ce que je leur dis. On a une promesse d'action plutôt. Donc forcément, quand on peut afficher, je vais t'aider à perdre 10 kilos, quelque chose d'assez basique, pas quelque chose de très irrésistible, parce qu'à mon sens, en fait, la promesse, tu lui fais durant l'appel de vente, et tu vas la personnaliser à 100% en fonction de son cas de figure et de sa principale douleur au type. Et c'est là-dessus finalement qu'on va travailler, c'est sur cet argument en appel de vente qui va nous permettre de conclure cette vente-là. Plus qu'aller travailler comme, je le faisais avant chez Antoine, sur une promesse irrésistible qui peut en fait permettre aux personnes de te faire plus confiance, et permettre aux personnes de, tu vois, de venir chez toi.
Non, en fait, maintenant, ça, je me mets plus j'ai plus vraiment un focus dessus parce que j'y voyais moins l'intérêt avec les clients que j'accompagne aujourd'hui. OK, OK. Donc tu travailles donc, surtout, sur, donc ouais, sur l'avatar pour bien comprendre du coup à qui on s'adresse et après sur l'offre, tu travaillais sur, quoi? Sur quoi d'autre du coup? Bah, sur l'offre, après, lui, il a son expertise, donc je me dis: «OK, lui, tu veux lui faire gagner», donc là, on est un peu à une promesse, tu vois? Tu lui veux le faire gagner 10 kilogrammes de muscle, bah, maintenant, tu vois, pas démerde-toi, mais comment tu lui fais gagner 10 kilogrammes de muscle, en fait, tu vois? Qu'est-ce que tu mets en place? Et là, je le conseille, bah, un suivi, ouais, un plan d'entraînement, plan nutritionnel, enfin ça, il connaît, c'est son métier, tu vois? Là, si je parle pour un coach sportif. Après, en fait, là où je vais intervenir sur son offre, c'est surtout sur la délivrabilité de son offre. Parce que comment il OK. fait son suivi? Où est-ce qu'il perd du temps? Ouais, faire un appel de 20 minutes par semaine avec chacun des clients, c'est pas tenable, sauf si tu en as que 10, mais dans 6 mois, quand tu en auras 50, comment tu vas faire? Donc c'est surtout là-dessus. Et comment optimiser tous ces process pour leur faire atteindre les objectifs, les résultats, dans l'objectif de les upsell dans un second temps. Donc c'est surtout à cet endroit-là que je vais intervenir, mais sur quoi mettre dans son accompagnement, ça c'est son expertise, et c'est lui l'expert de son domaine, OK. plutôt. OK, ça marche Mais et ça doit respecter un certain point, oui, voilà, surtout des grandes structures, comme moi je lui dis, tu vois, pilier 1, pilier 2, pilier 3. Si tu fais ça sur cette temporalité, 4 mois, 6 mois, on va pouvoir tarifer à ce prix-là. Ok, bah maintenant, fais tout pour que le mec il atteigne son objectif en 4 mois, et on peut tarifer à 1500, 1008, 2000, 2500. OK, OK, OK. Ça marche. Moi, ce que j'aime bien aussi travailler dessus sur l'offre, c'est sur la valeur perçue. En gros, je reprends l'équation d'Hormozy, tu vois? Qui est, Ouais. du coup, résultat arrivé, fois probabilité divisé par, délai et l'effort et Mhm. généralement sur le délai et l'effort, bah, le mec, il est quand même assez bon parce que c'est ça, tu vois? Il a ses modules, de formation, il a ses coachings en one to one, en groupe, il a les groupes WhatsApp, Discord et cetera. Donc en gros, il essaye de diminuer le délai et l'effort. Mhm. Généralement, là, on essaye de travailler, c'est bien comprendre le résultat rêvé, donc exactement quand on travaille du coup l'avatar client, après on connaît exactement le résultat rêvé de notre avatar et surtout sur la probabilité du coup d'arriver, au résultat rêvé pour notre client et c'est vraiment sur ce levier qu'on essaie de travailler, donc on fait, du coup une machine à preuves, on fait beaucoup de preuves sociales, on fait beaucoup de preuves d'expertise pour augmenter du coup cette probabilité d'arriver, que notre prospect arrive à ce résultat rêvé. Donc généralement on essaie de jouer un peu là-dessus, mais c'est vrai que, voilà, généralement on essaie de faire ça. Ouais, non, mais c'est hyper pertinent et c'est comme ça qu'il faut faire. Totalement. Tu l'as très bien dit, beaucoup mieux que moi. C'est vrai que moi, vu que les mecs, quand ils arrivent chez moi, enfin chez Upscale plutôt, ils font déjà entre 5, 10 000, 15 000 euros par mois. Donc ça, c'est fait. Donc finalement, en fait, on va simplement être sur l'opérationnel et sur l'optimisation des process en interne. Mais on va pas révolutionner tout ce qu'il a déjà travaillé sur son offre. Souvent, il a déjà des clients. Souvent, il a déjà des résultats clients, de la preuve sociale. Donc finalement, on va lui permettre d'optimiser sa délivrabilité pour gagner du temps sans perdre de la valeur. Et c'est tout. Je ne suis pas là à l'aider à construire son offre. En tout cas, c'est pas mon rôle à l'heure actuelle. OK. OK, OK et sur la partie du coup closing, comment tu essaies de l'accompagner sur, bah, comment on peut du coup bien manager une équipe de closers? Je sais que c'est très compliqué chez les infopreneurs. Pour tous les infopreneurs que j'accompagne, ils ont tous des problèmes avec les closers. Donc je veux pas me faire de Bien faux sûr. amis avec les closers, mais c'est vrai que c'est quand même très, très dur en fait de pouvoir les manager. Généralement, ils veulent pas suivre des scripts de vente, ils ont pas envie de faire, des appels tous les jours avec leur infopreneur pour, bah, suivre les chiffres. Ils veulent pas faire des appels de confirmation de rendez-vous la veille pour, augmenter du coup le nombre de quoi, pour diminuer le nombre de no-shows. C'est assez dur de les manager. Est-ce que tu as des techniques pour pouvoir justement, bah, bien construire son pôle de closing et surtout manager du coup ses closers? Bien sûr. Alors déjà, s'ils sont durs à manager, c'est que tu n'as pas recruté les bons profils. Forcément, il y a énormément de closers qui sortent de formation où on leur promet de vivre de leur activité sur la plage. Toi, j'ai déjà eu plusieurs fois cette pub: «Bosse de chez toi, sur la plage et travaille où tu veux». Non, en fait, closer, c'est un vrai boulot. En fait, c'est un vrai taf. Faut que tu sois concentré, focus, c'est 7 heures de travail toute la journée. Tu peux travailler derrière ton ordi d'où tu veux théoriquement, mais j'ai jamais closé sur la plage, moi, personnellement. Faut pas déconner, tu vois? Donc en fait, si les gars, faut savoir d'où ils viennent, leur mentalité et s'ils sont prêts à se développer. Encore une fois, on en revient à faire le kilomètre traditionnel. Donc déjà, il y a un gros brassage à faire au niveau du recrutement. Faut bien aller, c'est pas uniquement la compétence de vente. Finalement, ça, c'est secondaire à mon sens. Parce que la compétence de vente, le mec qui est moyen, il devient compétent en un mois. Il n'y a pas de souci. En fait, il faut plutôt recruter des humains, leur pourquoi. Qu'est-ce qui les motive à travailler, à se développer? Je donne un exemple, hein, mais un gars qui est père de famille, bah lui, je vais le recruter.
Ouais, mais à côté, le mec, il est meilleur en vente. Ouais, mais lui, il a quelque chose à perdre, tu vois. Donc, il a un pourquoi qui est beaucoup plus puissant. Donc, lui, il va travailler, il va faire le kilomètre additionnel, et il va pas se barrer du jour au lendemain. Donc, déjà, en fait, il y a vraiment une grosse recherche sur les profils. Ah, deuxième chose, il faut accepter qu'il y ait quand même un turnover. Parce que les gars, indéniablement, c'est des mercenaires. Forcément, si demain, il y a une meilleure offre à vendre, bah, il va y aller, le type. Il est chef de sa micro-entreprise. Si demain, il peut faire plus d'argent, il va forcément y aller. Même le père de famille, tu vois. Sauf si tu as créé vraiment un lien avec lui, mais il va partir là-bas, parce qu'il peut se faire possiblement plus d'argent. Donc, il faut aussi l'accepter. Après, pour bien les manager, en fait, il faut leur montrer qu'on est là pour eux. Dans le sens où on va pas faire des appels le matin pour te faire chier, en fait. Si on fait des appels le matin, c'est pour qu'à la fin du mois, tu gagnes plus d'argent. C'est pour que tes taux de conversion augmentent. C'est pour que tu prennes plus de plaisir. Et en fait, toujours tourner les phrases, c'est dans ton intérêt si on fait ça. Comprends-le bien. Parce que moi, faire des appels le matin, je vais pas te mentir que ça me fait chier aussi. J'ai d'autres choses à faire. Il n'y a pas de problème. Mais en revanche, on va tous y gagner. Moi, je vais faire plus d'argent, toi aussi. Tu vas prendre plus de plaisir à travailler. Tu vas monter en compétences plus facilement. En fait, tu vas devenir excellent dans ton domaine. Est-ce que c'est ce que tu as envie? Ouais. Bon, bah, pour le faire, on va s'entraîner. Tu crois qu'un footballeur, il s'entraîne que les jours de match? Non. Donc, on va faire des jeux de rôle. Je vais te faire des retours d'appels. Et on va faire des appels très régulièrement pour manager l'équipe tout simplement. Il faut que le gars le comprenne ça. Si ça, il l'a pas compris, si lui, il arrive en disant ouais, mais moi c'est bon, je suis bon, ça sert à rien en fait. Bah toi, t'es pas recruté, tout simplement. On veut Ah pas de franchement, toi dans mon équipe. je suis vraiment content que tu dises ça parce que parce que franchement, je suis vraiment aligné avec ce que tu dis. C'est vraiment exactement la même chose que je dis avec mes clients quand ils Bon, recrutent des voilà. closers. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment le but, c'est closer plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bah, c'est ça, on va s'entraîner, on va faire des roleplays. Oui, tu auras un script de vente. Est-ce que toi, tu as un script de vente, tu leur mets en place des scripts de vente ou tu leur dis: «Non, bon, bah, tu fais un peu au feeling»? Non, en fait, à l'entrepreneur, je lui dis, tu as un script de vente. Enfin, un script, tu as plutôt un cadre de vente à respecter. Mmh. Ça dépend en fait quel type de profil de closer tu recrutes toi. Si vraiment ils sont débutants, tu lui mets un script. Si les mecs ils ont déjà un peu plus d'expérience, tu leur mets un cadre. Parce qu'en fait, le closer il vient aussi, et ça faut l'accepter, avec sa particularité et sa manière de faire. Il a un bagage technique derrière lui. Donc j'ai pas envie de supprimer son bagage technique. Si lui il est bon en faisant de cette manière-là, ok, en fait, si ça rentre dans le cadre que moi je lui impose, fais-le. Il n'y a pas de souci, tu vois. Parce qu'en fait, faut qu'il performe en étant lui, parce que sinon il va se sentir restreint, il va se sentir bloqué, et en fait le cadre il sera trop serré et ça va pas le faire kiffer, il va partir, le type. Donc non, il y a un cadre, et dans ce cadre-là, si tu respectes ce cadre-là, tu fais ce que tu veux. Essaye des choses. Et là, en fait, ils vont tous avoir leur manière un peu différente de faire, en ayant le même discours, quasiment. Et c'est souvent ça, ce juste milieu un peu compliqué que les entrepreneurs ont du mal à faire. Et en fait, ça, c'est le rôle d'un head of sales, où lui, il est vraiment expérimenté là-dedans. Et lui, il va prendre tout son focus à faire ça, tu vois, à vraiment gérer tout ça. Les individualités pour le bien commun. Et c'est ça, souvent, la plus grande difficulté quand tu as des bons profils. Ouais, faut vraiment que je reprenne ce que tu viens de dire là sur la partie 4. C'est vrai que moi des fois, je leur dis: «Bah, faut suivre le script» parce que bon, bah, si tu as un script, ça te permet de voilà, bah, d'être cadré, de savoir quoi dire et cetera et quand on fait les roleplays, ce qui est marrant dans les roleplays, c'est que tu sens tout de suite si le mec il suit le script ou s'il le suit pas et tu le vois tout de suite, tu vois? Et généralement, bah, le mec il arrive à s'améliorer concrètement quand on fait des roleplays et qu'on s'entraîne, qu'on joue sur les objections, sur, bah, c'est trop cher, qu'on suit à chaque fois bien, bah, voilà, les scripts appris sur les objections et cetera. Bah, quand on s'entraîne, le mec il s'améliore. Et c'est vrai que des fois, au bout d'un moment, les closers ils nous disent: «Ouais, mais c'est bon, moi je connais, je suis bon, quoi, j'ai pas besoin de ça et cetera», et les mecs ils closent pas derrière. Tu vois leur shit, les mecs ils closent pas. Ouais, Je dis: «Ouais, ouais. je comprends, mais au final, je veux juste que tu closes moi». Donc le jour où tu closes, OK, y a pas de souci, on arrête de faire des roleplays, on arrête de faire des rendez-vous si tu veux. Mais tant que tu closes pas, franchement fais-le. Et c'est vrai que je comprends que c'est vrai que des fois, il faut que je reprenne ça sur le côté cadre où en gros, bah, OK, tu as un peu ta liberté, mais il faut que ça reste dans le cadre et le but, c'est de progresser et cetera. C'est quoi un peu les KPI que tu suis, avec les closers pour que, bah, voilà, ils soient dans les ratios et c'est quoi un bon closer pour toi? Un closer A player, B player, C player? Déjà, juste pour revenir, pour conclure sur ce qu'on a dit avant, en fait, moi, ce que je leur fais faire, c'est que au début, quoi qu'il arrive indéniablement sur les 2 premières semaines, il y a le script. Et en fait, ce qu'il faut leur dire, c'est: «Montre-moi qu'avec le script, tu performes, et ensuite, tu auras ta liberté». Comme ça, le mec, il donne, tu vois? Il fait un pas vers nous, on fait un pas vers lui. Et également, en fait, s'il veut essayer des choses, bah, ça tombe bien, tous les vendredis, on a un jeu de rôle.
Bah viens, on essaye. Et finalement, on joue, on se marre, on rigole. Bah essaye cette stratégie. Si elle est bonne, bah vas-y, essaye-la la semaine prochaine, dis-nous ce que ça donne, tu vois, si ça performe, tant mieux. Si en jeu de rôle, je vois que c'est pas dingue, bah je lui dis, ouais, bah la stratégie de base, celle qui est sur le script, elle est un peu mieux, tu peux peut-être l'améliorer, je pense que tu as une bonne idée. En fait, on est en échange comme ça constant. Et comme ça, le gars, il se sent pas frustré dans sa créativité, on va dire ça comme ça, dans sa compétence. Il sent qu'on est à l'écoute, il sent qu'on essaye. Et finalement, il va essayer petit à petit, il va prendre confiance, et voilà, tu vois, tout simplement. Première chose. Et après, si on voit qu'il essaye des choses et que c'est éclaté, moi je lui dis. Je dis, bah écoute, là tu t'es permis ça, ça et ça. Là, tu es clairement sorti du cadre. Parce que ça, on le dit jamais à un client, à un prospect. Ah, pardon, désolé. Et vu qu'on a créé tu vois, comment ça s'appelle, une relation de confiance ces derniers mois, de sincérité, il est OK d'entendre ça, il n'y a pas de souci. Donc, faut pas hésiter à bien cadrer les choses. Vraiment, c'est le plus important. Et à trouver ce juste milieu. Euh, Concernant les KPI, alors moi quand je recrute un closer, on va parler du début parce que je pense que ça peut un peu plus intéresser. Sur la première semaine, il n'y a pas de KPI à suivre. Il y a simplement fais ton maximum, apprends le script, sois à l'aise à présenter l'offre. Tu seras jugé. Si tu vends pas sur une semaine, c'est pas grave en fait. Moi sur la première semaine, je regarde rien. Deuxième semaine, on va mettre des objectifs. Le seul KPI qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu as vendu au moins une ou deux fois. Et là, ensuite, on rentre dans la phase où le mec, ça fait 2 semaines qu'il est là, il a fait son script, il a fait une dizaine, peut-être une quinzaine d'appels, on n'a rien attendu de lui, il n'avait pas de pression. Là, ça y est, il prend son poste à 100%. Une fois qu'il prend son poste à 100%, moi, ce qui va m'intéresser, c'est déjà, est-ce qu'il contacte bien les prospects avant? Est-ce qu'il fait tout ce travail avant pour valider que le prospect vienne bien en appel? Donc, est-ce que ça, c'est OK? Est-ce qu'il a une bonne statistique à ce niveau-là où il est inférieur aux autres? S'il est inférieur aux autres, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sur D'accord? les no-shows, toi, c'est quoi un peu ton ratio minimum? Quoi, sur les show-ups, je veux dire? Pour 10 Ouais, appels, 10 appels bookés, combien ils doivent se présenter? en fait, ça dépend de ton système d'acquisition, mais sinon 70-80%. Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est pareil. Ouais, faut pas déconner. Si t'es en dessous, c'est qu'il y a un gros problème, sauf si t'es en prospection froid, et encore, et encore, et encore. Il y a quand même un gros problème. Au-dessus, on va pas s'en plaindre, c'est très bien. Mmh. Mais il y a toujours des types qui ne se pointent pas pour X ou Y raison. Après, Ouais, encore une bien fois, sûr. ça dépend si t'es en B2B, en B2C. Moi, je sais qu'en B2B, les mecs, ils se pointent, j'ai 100%. Tu vois, il y en a aucun qui vient pas. Dans mes appels de vente. Donc ça dépend encore de ton ciblage et de ton système d'acquisition, mais dans la globalité, ouais, 70-80. En tout cas, si moi je vois 70%, ça clignote pas orange encore. Tu vois, je me dis, Mmh. bon, c'est pas le focus. Voilà, c'est Ah bien, ouais. ça suffit. On peut l'améliorer, mais ça suffit. Donc Donc déjà, ouais, est-ce donc qu'il première respecte bien chose, ça? c'est ça, Ouais, ouais. Est-ce qu'il fait bien ses appels de confirmation de rendez-vous? Est-ce qu'il augmente bien, du coup, le nombre de show-up, quoi? exactement, en fait. Est-ce qu'il est dans les carcans de ce que je faisais moi en tant que solopreneur avant, si je me mets à la place du mec qui le recrute, ou est-ce qu'il est dans les carcans des mecs qui sont là depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois? Sinon, en fait, quelles statistiques, lui, il a du mal à valider? En fait, on va analyser froidement toutes ces stats. Et on va lui donner des conseils froidement sur, bah là, ouais, le taux de show-up, il est pas ouf, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, tu mets 4 heures à envoyer un message quand le mec, il réserve un rendez-vous. Sache que les autres, ils font ça en 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, on va aller intervenir très rapidement, premier jour, deuxième jour, hein, très rapidement sur ce qui se fait mal et sur toutes les statistiques qui clignotent en rouge par rapport à lui. Faut pas attendre. Ouais, mais il s'acclimate. Non, il a eu 2 semaines pour s'acclimater. Là, on est très précis. Là, il y a une statistique qui nous plaît pas. Le jour même, il le sait, le gars. On n'attend pas le rendez-vous du vendredi. On améliore tout de suite. On est incisif. Comme ça, on lui montre qu'on est présent pour lui, qu'on est à l'écoute et surtout qu'on a le regard sur ses stats et qu'on a à cœur qu'il réussisse, tout simplement. C'est comme ça qu'il faut le formuler. C'est pas du flicage, hein. On a à cœur qu'il réussisse. Donc là, cette stat, elle est moyenne. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais mon prospect, il était pas dingue. Ouais, mais ceci, ouais, mais cela. Ouais, mais la stat, personne ne l'a jamais eu. Donc, c'est pas que tes prospects le problème. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu n'as pas fait, à ton sens, de ce que je t'avais dit de faire? Donc, pas hésiter à être très, très présent pour eux. Et ensuite, simplement, deux choses, hein, on va pas se mentir, hein, le taux de closing. Tu vois, c'est ça qui va m'intéresser, Mmh. le taux de closing, tout simplement. Rentrer en détail un peu là-dedans, pas trop d'intérêt. Si le taux de closing il est bon, c'est très bien. Et également le taux de satisfaction des clients quand ils rentrent. Est-ce que quand les clients rentrent, ils sont vraiment engagés, ils sont vraiment chauds, ils sont contents, ils sont heureux? Ou est-ce qu'il y a eu vraiment grinçage dedans, forcing pour les faire passer? Dans ce cas-là, c'est pas il a vendu, c'est bien, mais il n'a pas vendu de la manière dont on voulait. Donc il y a quelque chose à améliorer parce que le prospect, il arrive dans l'accompagnement avec la mauvaise mentalité. Donc ça, 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 c'est hyper ça c'est hyper dérangeant. intéressant ce que tu dis. C'est vrai que moi, ce que je dis souvent, à mes clients, c'est ça: faut que ton prospect, quand il paye, il soit content de payer.
tu vois? Faut pas que, il ait encore un peu dans sa tête des objections où il se sent un peu bloqué et donc il paye, mais il est pas trop sûr ou en fait le lendemain, il va t'envoyer un message: «Ah bah oui, mais en fait, j'ai un problème, est-ce que je peux me faire rembourser?» Non, faut vraiment que le mec, tu arrives à débunker tout pendant l'appel et que le mec à la fin, il se dise: «Ouais, OK, c'est bon. Ça me va en fait de payer 3 000 €. Je suis content de les payer parce que je sais que ça va me servir pour demain». C'est ça. S'il a pas cette attitude-là, c'est que tu as loupé encore quelque chose dans ton appel de vente parce que et du coup, c'est ça, il va arriver pas avec le bon mindset dans l'accompagnement, il va sûrement poser des problèmes, il va pas avoir les résultats qu'on va espérer parce que à la base, il il était pas complètement libéré sur avoir dépensé cette somme. C'est vrai que généralement surtout quand tu es en B2C, comme tu as dit, généralement, quand les gens ils payent, c'est des fois des fortes sommes d'argent. Ils ont un peu des fois, c'est la première fois qu'ils payent autant d'argent d'un coup pour une Bien sûr. formation, pour un accompagnement et c'est vrai qu'il faut, prendre le temps de débunker vraiment toutes leurs objections, toutes leurs doutes et cetera, pour que justement ils soient complètement libérés et qu'après on soit focus sur l'accompagnement et les résultats qu'il va avoir derrière. Et donc ça, c'est vrai que c'est Exactement. hyper important. C'est vrai que Mmh. des fois t'annonces le prix, le mec il te dit: «Ah oui, OK, nin mais tu sens que le mec il est encore tu vois, c'est encore dur pour lui, tu vois, de sortir la carte et Eh cetera. oui. Et oui, tu Donc ça, forces hyper lourdement intéressant. 10 fois, et le mec, il vient quand même et en fait, ce qu'il faut comprendre, moi, ce que j'essaie de leur dire, c'est que le closing, l'appel de closing, c'est le début de l'accompagnement déjà. Donc, il faut déjà le traiter comme un prospect, le type et en fait, toi, en tant qu'infopreneur ou head of sales, ça dépend, tu dois avoir cette vision globale et en fait, un mec qui rentre dans l'accompagnement, qui a pas envie d'être là, il va nous servir à rien, ça va être vraiment un point mort, il va peut-être pas payer ses mensualités s'il a eu un étalement, il va pas avoir de résultats, il peut nous faire mauvaise presse, on s'en fout. Le closer, lui, il a vision sur sa partie, il peut dire ouais, mais j'ai vendu, moi j'ai ma com, tu vois. Ouais, bah c'est que en fait, dans le discours d'entreprise, les valeurs d'entreprise, il n'a pas compris. C'est pas ce qu'on veut inculquer, c'est pas ce qu'on veut donner. Donc nous, cette vente-là, elle nous intéresse pas. Donc si le gars il est pas prêt à acheter, bah je sais pas, il achète dans 2 semaines. Tu fais ton boulot de closer, mais il doit rentrer dans l'accompagnement à 100% de taux de satisfaction et avoir l'envie d'avancer. S'il rentre déjà à 50%, la difficulté pour le refaire monter petit à petit sur les 3 mois qui restent à 100%. Non, en fait, c'est très difficile. Donc, il est obligé d'arriver dans l'accompagnement à 100% de satisfaction parce que sinon, on va très galérer. Déjà, du jour au lendemain, il peut être insatisfait pour un truc de merde. Donc, après, il faut le faire remonter. Donc, c'est déjà assez difficile. Que si on se prend des prospects à 50% de satisfaction, même en dessous, enfin des clients du coup, bah, en fait, ça devient infernal pour le mec qui suit les clients, il y a pas de résultat et tout se casse la gueule et voilà. Donc non, en fait, faut encore une fois, faut avoir cette vision de paquebot. Si le mec, ouais, mais moi, c'est bon, j'ai fait mon travail au bout du paquebot. Ouais, mais en fait, on doit tous avancer. Tu vois. En fait, tout doit servir le boulot de chacun. Sinon, on n'avance pas et sinon, on n'est qu'une addition d'individualité. Donc non, faut vraiment, malgré tout, essayer de construire un groupe commun au service commun. Même si c'est difficile parce que tu es enchaîné de freelance, donc tu dois créer du lien, tu dois bien manager, peut-être même recruter des managers qui vont faire ce boulot-là. On accepte qu'il y a un turnover, mais en tout cas, c'est ton objectif ultime. T'es pas 50 bateaux de pêche, tu es un gros paquebot. Parce que si t'es 50 bateaux de pêche, bah les mecs ils vont dans tous les sens, tu peux pas parler à tout le monde, c'est compliqué, chacun fait ce qu'il veut. Non, on est un gros paquebot, on est unis. Donc toi, tu fais pas cette vente-là parce que sinon, le mec à côté de toi, il va en pâtir de ça. Et l'entreprise dans sa globalité va en pâtir. Parce que si le mec il fait un trade parce que c'était de la merde, fait chier. Hyper aligné avec ce que tu dis, franchement, j'aime vraiment, beaucoup ton discours. Et sur le taux de closing, pour toi, un bon taux de closing, c'est quoi à peu près les ratios? Entre 30 et 40%, je suis content. Si tous mes closers dépassent 40%, on augmente le prix. S'il est en dessous de 30% sur le premier mois, c'est pas grave parce qu'il s'acclimate. S'il stagne à 20%, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème dans sa manière de vendre et on va aller travailler ça directement. Soit dans sa manière de poser des questions, dans sa manière de présenter l'offre, dans sa manière de répondre aux objections, j'en sais rien. Mais 20%, ça commence à pas être acceptable, à mon sens. Donc entre 30 et 40. Génial, bon, on a les mêmes ratios. C'est vrai Ouais. que souvent, moi aussi, souvent sur l'accompagnement que j'avais sur les experts comptables, des fois, il y en avait qui disaient: «Ouais, moi j'arrive à signer, franchement, tous mes appels quasiment j'arrive à les signer, sur 10 appels j'en signe 8, franchement, c'est facile et cetera». Bon, en fait, on Ouais. lui dit: «Mais en fait, c'est que tes prix sont trop bas, en fait, tout Ouais, simplement», tu tu vends vois? pas assez cher. Tu vends pas assez cher. Donc concrètement, c'est que ta marge, elle est pas assez bonne et sur le long terme, en fait, ça va pas fonctionner parce que, bah, tu vas pas gagner assez de marge, tu vas du coup mal payer après du coup tes collaborateurs, tu vas pas avoir assez de budget pour pouvoir continuer à faire ton acquisition, à pouvoir délivrer et donc au bout d'un moment, en fait, tu vas grossir ton nombre de clients,
mais au bout d'un moment, la machine, en fait, elle va casser. Donc il faut vraiment pouvoir bien respecter. Alors Moisy, c'est ce qu'il dit, hein, de toute façon, il dit que quand tu as plus de 50 de taux de closing, c'est vraiment que tu peux quasiment augmenter ton prix de fois 2, même des fois fois 3. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu Donc imagines. donc c'est vraiment de l'argent que tu perds, en fait, concrètement Tout pour le simplement. même travail que tu aurais pu faire, quoi, tu vois? C'est simplement Donc ça. Et donc le mec, souvent, il se prend pour Ronaldo ou Messi. Ouais, bah, moi, j'ai 70 de taux de closing. Ouais, non, mon gars, c'est pas bien. C'est pas bah, c'est bien. pas C'est exactement, pas bien. c'est Faut pas se vanter de ça. contre-productif. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Donc ouais. OK, bon, bah, super sur la partie, closing. Sur l'acquisition, tu les accompagnes comment? Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de challenges, donc tu as plein de systèmes d'acquisition clients avec des canaux différents entre l'organique, le création de contenu, les ads avec Meta, heu, les webinaires, les challenges, heu, système d'emailing, bon, canal d'acquisition, il y en a énormément. Heu, c'est quoi généralement que tu vois sur l'ensemble des clients que tu accompagnes? C'est quoi les canaux qu'ils utilisent, principalement? C'est quoi les tendances que tu vois sur l'avenir? Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Ouais, bien sûr. Alors moi, forcément, vu que je travaille chez Upscale, 100 des clients qu'on accompagne là-bas, on lance du follower ads à 100. Donc c'est la stratégie qu'on met en place. Et indéniablement, du coup, moi sur ma partie consulting, sur mon entreprise en parallèle, bah, vu que les personnes qui me connaissent et que moi, mon système d'acquisition, c'est que des personnes qui me connaissent plus des recommandations, et bah, j'interviens à 80% sur ce système-là d'acquisition. Après, ça dépend encore parce qu'il y a, il y a énormément de clients où des fois ça peut être compliqué. On va lancer des challenges, on va lancer du VSL funnel, de tout ce que tu veux. Mais principalement, moi, je suis là-dessus. En tout OK. cas, mon expertise, elle est plus sur cette partie-là. Aujourd'hui, en tendance, alors, j'ai pas le nez dans les autres. Je connais quelques personnes qui lancent des challenges. Toi, tu m'as dit que t'en lançais aussi, c'est ça? Moi personnellement non, mais Enfin, je pour dans l'infoprenariat, dans le monde de l'infoprenariat, on en voit partout, ah tu oui, vois? oui. Bah, Jobby, il en a sorti un là, on voit que, Jody et Jean, ils en sortent souvent, même après, même des fois qui est pas vraiment dans l'infoprenariat, mais tu prends Anthony Bourbon quand ils ont fait, tu vois le challenge, pour son club pour son club, bah, c'était un challenge aussi. Heu, tout le monde commence à faire des challenges maintenant, donc on voit que c'est vraiment une vraie tendance là-dessus. Ouais, c'est Heu, clair. donc heu, Alors, et après des fois tu entends genre: «Oui, le tunnel VSL il est mort, ça sert à rien de le faire». ouais, Tu sais, tu entends tout et n'importe quoi, donc je voulais vraiment ouais, avoir un peu ton forcément. avis. Forcément. Alors, moi, je pense que tous les systèmes d'acquisition, si tu le fais bien, au bout d'un moment, tu en tireras des bénéfices. Ils fonctionnent quasiment tous. Après, il faut que tu te poses la question, quel système d'acquisition est le plus intéressant pour moi par rapport aux prospects que je veux cibler. Je sais que moi, par exemple, je suis un prospect où tu me balances un challenge, j'irai jamais, en fait, là. J'ai pas le temps d'aller suivre tout ça. La flemme, à 100%. Donc, typiquement, en fait, il y a des prospects avec qui ça va pas parler. Moi, je pense que il y a des tendances, mais en fait, simplement la stratégie, c'est que tu en choisis un et tu le ponces à fond. Il n'y en a pas un qui est mort plus que l'autre. Peut-être les emailing, bon, j'ai pas envie de tirer sur eux, mais moi, j'ai jamais vu un gars réussir avec du emailing. Bon, après, j'en connais pas beaucoup. Donc peut-être que voilà. Je sais que moi aussi, j'ouvre pas mes mails, donc c'est aussi biaisé par mon expérience. Mais, ouais, il y a la. Écoute, j'ai pas trop d'avis sur les autres. À mon sens, en fait, souvent, moi, ce que je rencontre, c'est le gars, il veut essayer ça marche pas pendant 2 mois, il veut essayer ça marche pas pendant 2 mois, il essaye autre chose. Faut arrêter. T'en sélectionnes un, tu payes une formation qui te met en place un système et tu vas à fond. Et tu ponces, en fait, cette stratégie-là à fond. Vraiment. Et indéniablement, tu auras des résultats. C'est une certitude. Parce que ça soit du follower ads, bah, c'est juste des pubs où les mecs te suivent, en fait. Donc ouais, tu auras des résultats. En tout cas, déjà, tu vas faire grossir ta communauté dans un premier temps. Et ensuite, il y a une communauté qui est sensiblement, normalement, si les publicités étaient bien optimisées, en adéquation avec ce que tu fais. Donc déjà, tu as un bénéfice, même s'il n'est pas pécunier, même si à la fin, tu n'arrives pas à les convertir en clients. Donc ça fonctionnera, à mon sens, toujours. VSL, pareil. Bah, ça fait 10 ans que ça existe, ça fonctionnera toujours. Donc à mon sens, c'est simplement en choisir un et se focaliser dessus. Point barre. OK. Après, comment le choisir? Ça, Sur les faut Father Apps, tu peux m'en parler un peu plus? C'est quoi les stratégies que vous mettez en place? C'est quoi l'objectif principalement? ouais, bah, écoute, je vais la simplifier à l'extrême, mais pour, que les gens puissent bien comprendre. En fait, c'est simplement, on va construire un écosystème qui va, te permettre 2 choses: de faire grandir ta communauté et d'augmenter la confiance de cette communauté vers toi. Et du coup, en fait, si on fait ça, on va indéniablement, encore une fois, les convertir en prospects
en appel de vente et pourquoi pas en client. Donc ce qu'on va faire, c'est on va lancer déjà première phase du follower ads, donc des publicités qui ont pour but que les gens s'abonnent, te connaissent, tout simplement. Et à côté, bah, le classique, il y a une VSL, il y a un setter, il y a un closer, il y a une communication, un marketing qui met en place, qui met en avant un système unique pour que les gens aient l'envie de s'intéresser à ça. Et après, tout ça, bah, ça te permet de faire tes 15, 20, 30 premiers milliers d'euros. Et rapidement, en fait, on va développer l'armada en termes de publicité, avec du retargeting, avec une chaîne YouTube qui va te permettre aussi de créer du contenu long, parce que plus la personne te regarde et passe du temps avec toi, plus il te fait confiance, avec des stories optimisées, enfin tout ça, tu vois, c'est vraiment un système OK. global. Mais la base, pour simplifier, c'est follower ads, Donc là, en setting, gros, vous PSL, allez closing. Voilà. vous allez du coup, mettre de la publicité quoi, sur des vidéos YouTube, c'est ça? Directement? Non, là, c'est plutôt sur Instagram. Après, OK, ça OK, dépend donc sur encore une des fois, là, tu vois, on a une personne, c'est sur LinkedIn, donc ça dépend du type de client et encore une fois, où est-ce qu'est ton avatar? ouais, ouais. Quel est Mais ce que je veux dire là, c'est l'endroit pour où c'est le plus proche pour moi d'aller le contacter, le gars? ouais, Où bien sont sûr. ses habitudes? Ouais, bien sûr. Bon, pas Mais ce que je TikTok. veux dire, c'est que pour augmenter du coup, bah, ton nombre d'abonnés, ton nombre de quoi? Ta communauté, ce que vous faites, c'est quoi? Donc c'est que vous mettez de la publicité directement sur des reels, sur des, stories et cetera pour que justement la personne, bah, vous découvre concrètement et s'abonne du coup après à ton compte. C'est quoi? C'est que vous allez la strat, c'est quoi? C'est faire énormément d'organique, voire, bah, les vidéos organiques qui pop, parce que voilà, elles marchent plus en organique et donc celle-là, vous allez du coup la mettre en ad. Est-ce que c'est mettre, bah, toutes les vidéos que vous sortez, directement en ad? C'est quoi la strat? Non, en fait, la strat, c'est de faire, quoi qu'il arrive, toujours de l'organique, parce que c'est ta vitrine, mais c'est vraiment utiliser le compte Instagram comme une vitrine. C'est-à-dire que le parcours du prospect, c'est il va avoir notre publicité qui est optimisée, où on se présente, où on va le cibler, je sais pas, si tu es un homme de 35 ans, que tu as 20 kilogrammes à perdre, bref, et cetera. Suis mon compte, je vais t'aider avec ma méthode unique, comment t'accompagner. Voilà, quelque chose de très classique. Donc ce gars-là, il voit la publicité, il clique. Il arrive sur notre compte Instagram. L'objectif, en fait, c'est que sur le compte Instagram, il voit quoi? Est-ce qu'on peut l'aider? Est-ce qu'on a déjà aidé des types comme lui? Et est-ce qu'on donne des bons conseils quasiment, quoi? Donc en fait, c'est d'avoir une vitrine optimisée pour ça, qui a pas pour but d'exploser en termes de création de contenu, hein, c'est pas ça, mais qui a pour but de faire rentrer en fait la personne dans notre boutique, donc de s'abonner. Parce que qui clique, il arrive OK. sur notre compte, il faut qu'il s'abonne le gars. Ouais, donc du coup, vous sur la vo votre, votre ad, le bouton, il renvoie pas directement au tunnel de vente, il renvoie directement Non, au profil, quoi? profil Instagram. OK. Il OK. s'abonne, donc tout est fait sur le compte Instagram pour que la personne s'abonne. Une fois qu'il Ouais, ouais. s'abonne, on lance du setting, on échange avec lui. OK. Et une fois ça, bah, il réserve un appel. L'appel réservé, on envoie la VSL. VSL envoyée, il fait l'appel et il achète. OK. Ah ouais, Très donc ouais, simplement. hyper intéressant. Parce que c'est vrai que souvent quand tu vois les ads, c'est, bah, tu vois une ad sur ton téléphone, tu cliques dessus, tu tombes du coup sur sa page VSL ou sur sa page d'opt-in, tu tombes sur la page VSL. Donc quoi, Ouais. donc vous rajoutez l'étape, concrètement, on passe directement sur la page Instagram. Quand il est sur notre page Instagram, du coup, il regarde du contenu et cetera. On lui envoie du coup en setting un DM pour échanger avec lui en conversation et ensuite, en fonction de la conversation, on lui envoie du coup, notre VSL et notre tunnel. Ouais, alors la VSL, on l'envoie uniquement quand il accepte le rendez-vous. C'est à ce moment-là qu'on OK, reçoit la VSL. Et à mon OK, sens, la VSL, elle n'a pas pour but de convertir un gars, mais plutôt de le conforter qu'il a fait le bon choix. Ok, je suis au bon endroit, le mec, etc. Bon, bref, donc on l'envoie à ce moment-là. Mais en fait, si, à mon sens, pour moi, ça c'est une bonne stratégie, c'est parce que deux choses, déjà, tu augmentes ta communauté. Et en ouais, fait, plus ouais. tu as une grosse communauté, et plus en fait tes statistiques de conversion sont aberrantes. Parce que, en fait, quand tu as 100 abonnés, bah, les gens, ils ont du mal à s'abonner. C'est quoi ce compte? Non. Quand on a 100 000, je peux te garantir que là, ton coût par follower, il est très, 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 très bas. Et ensuite, bah ouais, process habituel. Après, forcément, quand les gens s'abonnent, toi, tu peux avoir des problématiques. Bah, ils répondent pas aux DM, ils sont pas engagés, tout ce que tu veux. Bah là, tu peux balancer du retargeting, tu peux balancer des petites publicités de 5 secondes pour qu'ils se rappellent de nous. Tu peux mettre en place pas mal de choses pour en fait stimuler ta communauté et pour que ta communauté soit au fait que tu fais des appels, en fait, que tu as quelque chose à proposer et qu'ils se rappellent de toi, tout OK simplement. et est-ce que donc par rapport donc à ta stratégie et par rapport à une stratégie, ad, tunnel de vente et cetera, est-ce que tu as des chiffres grosso modo, sur, bah, la différence de conversion qu'il peut avoir concrètement? Alors la différence avec les autres, non. Après, je peux donner des chiffres objectifs. Tu vois, nous, ce qu'on aime atteindre, tu vois, le cap qu'on aime suivre,
c'est d'avoir un coût par follower d'à peu près, je sais pas, on peut aller jusqu'à 1 €, 1,50 €. On a déjà emmené des mecs à 30 000 € par mois avec un coût par follower à 2,50 €, tu vois? Donc c'est énorme. Mais Mmh. pourtant le ROI, il était suffisamment intéressant pour qu'on augmente ça, tu vois? Donc on y allait. Donc être un peu dans ces eaux-là, ça dépend encore de ton ciblage, si tu es coach sportif, si tu es, coach business, si tu es coach bourse, j'en sais rien, ça dépend de pas mal de paramètres. Donc déjà avoir un bon coût par clic, c'est-à-dire que la publicité remplit son rôle, les gens cliquent dessus. Ensuite, un bon coût par follower, c'est-à-dire que le compte Instagram remplit son rôle, les gens s'abonnent. Mmh. Et ensuite, OK. en gros, sur 100 personnes qui vont s'abonner, l'objectif, c'est d'en convertir au moins 30 en appel. Et OK. après, donc sur ces 30 mecs qui viennent en appel, bah, tu as un taux de closing de 30 à 40. Mmh. OK. Donc tu as un coût par appel qui peut osciller entre 20 et je sais pas, 50 euros dans ces eaux-là. Peut-être des fois aussi un peu en dessous de 20 euros. Ça veut dire que, je sais pas, tu fais 3 à 4 appels, tu investis 100 euros et tu vends combien? 1 500. Ah ouais. ROI de 10. Ah ouais, génial. C'est OK. pas mal. En tout cas, ça, c'est l'objectif. On n'a pas Ouais, ouais. toujours des ROI de 10, évidemment, mais c'est l'objectif. C'est ce OK. qu'on peut atteindre. OK. Non, mais écoute, franchement Donc, super. donc voilà, Trop bien tout la strat. simplement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Heu, Est-ce que tu as, d'autres sujets que tu aimerais qu'on aborde, qu'on n'a pas abordés? Des questions que je t'ai pas posées, que tu aurais aimé que je te pose? J'ai peut-être une question pour toi, pour conclure, ça peut être intéressant. Ton avis sur le business en ligne, l'état de santé du business en ligne aujourd'hui, en 2026. C'est vrai que maintenant, il commence à être un peu plus mature qu'il y a quelques années. Il y a 5 ans, c'était tout nouveau. Il y a eu l'Eldorado, la rue est vers l'or. Là, on est quand même sur une deuxième, troisième génération d'entrepreneurs, d'infopreneurs. Il a muté en pas mal de sens. Est-ce que tu as un avis, toi, sur, je sais pas, sur l'état de santé global du business en ligne? Ouais, ouais, totalement. Hem, Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le business en ligne, il a eu une très mauvaise publicité pendant des années. On est encore un petit peu là-dessus parce que, on voit encore ça un peu trop comme, des vendeurs de formation, des vendeurs de rêves et cetera. Mais au final, je pense que ça change vraiment les vies des gens. Il y a beaucoup en fait de coachs et de formateurs au final qui arrivent vraiment à changer vraiment la vie de beaucoup de personnes. On s'en rend pas compte parce que souvent c'est des personnes silencieuses, qui parlent pas vraiment de leur expérience mais qui arrivent vraiment à changer et ça dans plein de niches, hein, que ça soit, bah, tu vois, je pense Antoine, je pense qu'il a changé, il a réussi à avoir des super résultats avec beaucoup d'élèves. Je pense que, tu vois, moi, j'accompagne des gens qui font du Amazon, bah, pareil, il y a des vendeurs qui cartonnent sur Amazon. Sur TikTok Shop, c'est la même chose. Je pense que dans l'immobilier aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à faire, bah, voilà, leur première vente, leur premier achat et cetera. Heu, je pense que Yomi aussi, il a réussi à accompagner aussi, bah, pas mal de personnes dans l'e-commerce et je pense que, bah, ça a permis en fait d'avoir des fois un premier pied en fait dans l'entrepreneuriat. En fait, ça permet aux gens d'avoir voilà, une première porte en fait à pousser pour pouvoir rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, en fait, l'école, comme on la connaît aujourd'hui, bah, nous apporte pas ça et donc il nous faut des formations, il nous faut des coachs, qui nous apprennent en fait tout ça et on a cette mauvaise presse parce que, bah, sur la masse qu'il y a, sur le nombre de personnes en fait qui rentrent dans ce type d'accompagnement et cetera, bah, c'est sûr qu'il y en a beaucoup en fait qui échouent. Comme on dit, hein, tu vois, c'est un peu comme le closing où, bon, bah, tu closes 30 des gens. Bon, bah, du coup, tu en as quand même 70 qui sont pas closés, tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, pour les gens qui achètent des formations, qui prennent des coachs et cetera, bon, bah, tu en as peut-être que 10-20 qui vont vraiment avoir des résultats, mais c'est sûr que tu en as 80 qui vont en avoir aucun, qui vont perdre du coup leur argent. Et du coup, qui vont surtout aussi, bah, du coup, bah, en parler: «Bah, oui, je me suis fait arnaquer» et cetera. Alors que des fois, c'est juste une question de mindset. Le mec, bah, en fait, il était pas prêt, en fait, à passer, bah, à faire les efforts nécessaires pour arriver, en fait, au résultat qu'il voulait. C'est vrai que généralement, bah, comme les entrepreneurs, des fois, on a plein d'idées. Bah, les gens, en fait, souvent, ils essaient de changer de véhicule, pour arriver au même résultat rêvé. Donc ils vont faire une fois, bah, du TikTok Shop, du Amazon, du trading, du poker, du pari sportif et on a plein, hein, concrètement des véhicules pour arriver à ce même résultat rêvé que tout le monde veut, de la liberté financière, la liberté géographique et cetera et donc généralement, bah, voilà, on pioche comme ça un peu dans plein de formations et du coup, bah, c'est pas facile en fait d'y arriver. Mais je pense pas que ça soit du coup la faute des coachs, même s'il y en a une partie qui sont des scammers, qui accompagnent pas,
réellement, du coup, leur communauté et tout. Mais je pense pas que ça soit, une majorité. Souvent, on fait, tout de suite la lumière sur eux, mais je pense que ça dessert du coup, un petit peu le business en ligne. Hem mais je pense que honnêtement, c'est le business de demain. On voit, tu vois des gros entrepreneurs comme Hormozy, tu vois? Ou même comme Yomi, qui inspirent des millions de personnes et je pense que l'impact qu'ils ont est, incroyable et je pense qu'il nous en faut encore plus des personnes comme ça. Hem donc non, moi je pense que c'est vraiment, l'avenir, même s'il y a beaucoup de gens, on dit maintenant tout le monde est coach, coach de coach, coach de coach et cetera. C'est vrai, mais aussi les gens, ils ont aussi besoin de ça, hein, concrètement. Parce que, concrètement, l'éducation en fait, l'éducation, l'école nous apporte plus ça. Donc on est obligé de pouvoir se former, même le monde change tellement vite que, on a besoin d'être toujours alerte en fait sur les nouvelles choses. Donc non, non, franchement, moi, je trouve que le business en ligne, c'est, heu, c'est c'est hyper intéressant. Il faut savoir le faire de manière professionnelle, tu vois? Et pareil, hein, comme on dit, hein, des fois, tu vois, tu vois, j'imagine comme Antoine qui doit faire 300 000 €, 400 000 € d'un coup en quelques mois, c'est sûr que pour pouvoir structurer une entreprise, moi, on le voit, tu vois, on a des sociétés, tu vois, qui font plusieurs millions. Tu as des salariés, tu vois, tu as des bureaux, tu as beaucoup de clients, faut pouvoir délivrer. C'est pas facile au quotidien, tu vois? Donc, bah, des fois, on tape sur le doigt de beaucoup d'infopreneurs, mais voilà, c'est pareil, hein, c'est de l'entrepreneuriat, donc c'est pas facile, en fait, de pouvoir construire un gros business et de monter petit à petit. Donc, voilà, faut pas non plus taper tout le temps dessus. Donc non, non, franchement, écoute, moi je trouve que c'est une super école, hein. Franchement, c'est une super école. Bah, magnifique. Tu vois, je pensais pas que tu allais développer une pensée aussi structurée, un avis aussi précis, et je te remercie. Non, je pense que tu as t'as une vision très, très pertinente et lucide de la situation. C'est vrai qu'à mon sens, on est un peu là, on est en phase de l'adolescence sur le business en ligne. Au début, c'était l'enfance, ça partait un peu dans tous les sens, il n'y avait pas trop de cadrage, les gens faisaient n'importe quoi. Là, l'adolescence, il y en a qui se rebiffent un peu, tu vois. Vu qu'il y a une barrière à l'entrée qui est très faible, tout le monde rentre. Et tu vois bien dans une salle de classe, il y a l'élève perturbateur, il y a le méchant qui fait chier tout le monde. Il y a celui qui est très précis, il y a celui qui se révèle, il y a celui qui est timide. Mais en fait, on est dans cette vision-là. Mais fondamentalement, et moi ce que j'ai vu, c'est que ça change des trajectoires de vie. Il y a des mecs qui réussissent et qui se révèlent d'excellents professionnels dans un milieu qui ne l'était pas forcément. Tu vois, comme toi, comme pas mal de personnes. Moi, j'ai rencontré Mathéus qui est chez Upscale, enfin qui a créé Upscale. Mais ce gars-là, en entreprise, il aurait été, tu vois, dans le milieu corporate, un mec comme ça va loin. C'est une carrière énervée, très structurée, très posée. Ça prend en fait la chose au sérieux. Et de plus en plus, je pense qu'il y a une génération de types dont en fait ils font de l'artisanat un peu dans ce sens-là, et en fait ça va révéler des exemples. Et après forcément, vu qu'il y a une barrière à l'entrée très faible, il y a forcément énormément de gens qui prennent toute la lumière. C'est un peu le truc un peu difficile, c'est que moi dans la rue, ça m'est arrivé deux trois fois, pas dans la rue mais dans des groupes d'amis. Ouais, mais toi tu vends des formations, tu vois, avec ce geste-là. Tu te le prends en pleine figure, ouais, et tu comprends pourquoi les gens pensent ça. Mais fondamentalement, je pense que tout le monde aura vocation à un moment donné à être son propre micro-patron, et c'est tellement une vie de liberté que c'est normal que ça attire autant de personnes. Mais je te remercie pour ton avis, c'est très intéressant d'avoir l'avis des personnes qui le font, qui sont dedans. Donc merci, Jérémy. Bon, écoute, en tout cas, top pour l'épisode, franchement, c'était hyper intéressant, ça m'a passionné. J'espère que ça va passionner aussi les gens qui vont le regarder. J'espère qu'on pourra refaire d'autres épisodes ensemble, en tout cas. Hem, Avec je te plaisir. remercie du coup d'avoir participé. Si tu veux, je te laisse sur le mot de la fin et comme ça, on pourra arrêter là-dessus. Bah écoute, déjà, Jérémy, le mot de la fin, il revient vers toi parce que je te remercie de m'avoir invité, je te remercie de toutes ces questions pertinentes, de me faire parler sur un sujet qui m'est cher, forcément, qui m'habite depuis bientôt 3 ans. Donc merci de cette tribune, énormément. Et également pour ceux qui nous écoutent, donc je ne sais pas quelle est vraiment ton audience, mais que ce soit un entrepreneur ou une personne qui aimerait se lancer, si je peux vous donner un dernier conseil, c'est ayez une vision, ayez un cap. C'est vrai qu'on le voit régulièrement sur des réels de motivation un peu surfaits où les mecs disent ça. Mais c'est tellement vrai. Quand on a un cap, quand on a un pourquoi, quand on a une vision, on devient tout simplement inarrêtable. Parce qu'on avance en ligne droite vers cette vision, on peut faire des erreurs. C'est pas grave, c'est ok de faire des erreurs. Mais en tout cas, on ne cesse d'avancer vers notre vision, vers notre objectif. Et bon, je l'ai vu ce matin, ce réel en scrollant, donc je vais dire cette phrase-là. Mais en fait, la seule différence entre un rêve et ce qu'on va atteindre, en fait, c'est une date. Donc on a une vision, on a une date, on va atteindre ce qu'on a envie d'atteindre, et en fait, le rêve deviendra réalité. Donc ayez une vision,
posez-vous. Et je vous remercie de nous avoir écoutés et passez à tous une excellente journée. Et je vous souhaite du bonheur au quotidien, parce qu'à mon sens, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci à toi.